Avec Claude, Jean-Claude Narcy, faites place, ténor du journalisme. J'arrive. Ça va fuser les potins, les ragots. Ça vous ennuie si je vomis? Bien manger, c'est important. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. J'étais en train d'uriner sur ma voiture. Absolument. Et quand même, est-ce que je peux vous demander pourquoi? Parce que je pense pas que 2 trous du cul soient plus efficaces qu'un seul. Eh bien, bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans le Pop Cruise. C'est parti. Bon courage. Que chacun son tour, s'il vous plaît. T'as vu comment c'est galère? Non, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Plusieurs bouts, je ferai plusieurs choses en même temps. Alors, est-ce que vous avez entendu que vous êtes dans le Pop Cruise déjà? À cette table, 4 joyeux lurons. Que je vais vous présenter dès à présent. Je vais commencer à ma gauche, Charlie. Oui. Ready to rumble. Anthropomorphiste et fils de Marine Le Pen. Ah oui, fils caché. Ok, c'est vache. Ok, j'étais pas prêt, mais voilà. Moi non plus, j'étais pas prêt à ce que j'allais dire. C'est de l'impro total. Tu viens de découvrir à l'instant que tu étais. Moi aussi, je viens de l'apprendre. En face de moi, Angelo. Et yes, salut. Oh, ça va bien. Est-ce que tu pourrais nous chanter un peu de Mariah Carey par rapport au dernier bonus quand même Allez, s'il te plaît, un petit Mariah Carey. Allez, vas-y. Mais j'ai perdu l'air. All I want for Christmas. Sans déconner, on en a bouffé. C'est bon, au suivant. On en a bouffé. Mon pull Doom, vous avez vu mon pull Doom pour Noël? Est-ce que vous voyez, auditeur, le pull Doom d'Angelo? Non. Vous avez vu, il est beau. Bon. Bon, d'accord. Il est très beau. Son pull Doom de Noël en janvier. Ah merde, oui, c'est vrai. Eh oui, on enregistre. Ouais, on est en retard, merde. Bon, bah tant pis. À ma droite, Pedro. Salut. Ça va, Pedro? Presque. Bah, tu me vois? Est-ce que tu me vois? Je te vois de l'œil droit. Si je ferme l'œil droit, je te vois plus. Notre pauvre petit Pedro a des problèmes oculaires. Du coup, c'est Captain Crochet maintenant. Non, il a des problèmes au cul. Il a des problèmes au cul. Hier soir, quelqu'un que vous connaissez bien m'a proposé de me cacher l'œil, de me mettre un cache-œil un petit peu comme un pirate, et j'ai dit d'accord, mais je veux avoir un perroquet sur l'épaule. Ah. Bah, ça aurait été pas mal, ça aurait été vraiment pas mal. Pour Noël, ça serait bien. Un joyeux cadeau. Il reste pas beaucoup de temps pour les cadeaux de Noël. Non, c'est pas faux. Je vais falloir se boucher le Et à ma place, Pépé. Comment vas-tu, Pépé? Ça va très bien. Ouais, la pleine forme. Le service et tout. J'ai tenté de te lancer, mais t'es parti tout seul. Je me suis auto-lancé. Il fait un dialogue à la Gollum. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau thème. Oui. Le thème, vous l'avez vu dans la description, les clowns. Mais les clowns dans la pop culture. Mais c'est un petit peu flou tout ça. Je propose à Charlie de nous présenter un petit peu ce thème. Bien, pour une fois que tu dis pas introduire. Avec grand plaisir, mais je bois une petite gorgée de Porto avant. Allez, bah moi aussi. Tu as bien raison. Bah, moi je mange du fouet catalan. Voilà, ça me paraît logique. Alors, amis coulrophobes, cet épisode n'est clairement pas pour vous, car aujourd'hui on parle clown. Je vais vous faire un petit historique du clown. Le clown, à proprement parler, a fait son apparition dans le XVIIIe siècle en Angleterre dans des cirques équestres. Les directeurs de ces établissements engagèrent des garçons de ferme qui ne savaient pas monter à cheval. Ils leur mirent des costumes grotesques et leur demandèrent de faire des apparitions entre les numéros des véritables cavaliers qui, eux, avaient de beaux habits de lumière. Comme ils avaient l'air très maladroits et un peu stupides, cela fit beaucoup rire. Les bandes de bâtards. Toujours culture. Ah, ça, c'était pas écrit bande de bâtards. Toujours culture, les différents types de clowns. Celui appelé le clown blanc. Le premier, en fait. Il est vêtu de broderies, de paillettes et de strass, un pantalon blanc et des gants. Le maquillage est simple, fond blanc, et on ressort le nez et les lèvres avec du rouge. Il est inspiré de Pierrot, un personnage de la Commedia dell'arte. Ouais. Il cherche à réaliser une performance que l'Auguste tentera de s'aborder. L'Auguste, c'est le clown que l'on connaît tous. Celui du cirque, classique, le Bozo le clown, ou encore un petit Ronald McDonald pour faire une image que tout le monde connaît. Il est le faire-valoir du clown blanc. Il est maladroit et naïf, mais jamais vulgaire. Et il y a aussi le contre-pitre, qui est l'Auguste de l'Auguste. Donc il va encore s'aborder celui qui s'aborde l'autre. D'accord. Maintenant, parlons clown dans la pop culture. Voilà. On en a déjà vite fait parler, mais Bozo le clown est l'un des exemples les plus vieux avec une émission de télévision, un dessin animé et une bande dessinée dans les années 50-60. Mais pour moi, le plus grand clown de la culture populaire, c'est l'antagoniste de Batman, le Joker. Il est joué par plein d'acteurs tels que Joaquin Phoenix, Jared Leto, Jack Nicholson, et pour moi, le meilleur et le magicien du groupe, Heath Ledger. Ce crayon, je vais le faire disparaître. Tada! Et là,
disparu. J'adore cette scène. J'adore ce film. J'adore ce film, tout simplement. Malheureusement, l'image du clown a été utilisée de manière horrifique et c'est sûrement pour ça que beaucoup de gens de la populace détestent les clowns. Le meilleur exemple est le clown Sa dans les films du même nom, qui a sûrement traumatisé plus d'un enfant. Ou peut-être aussi la série allemande Le Clown, qui a traumatisé plus d'une personne. En tout cas, le clown est un personnage qui fait réagir, qui fasse peur, rire, malaise, joie, ou aussi dans la poésie, pour le clown triste ou autre. Je finis sur une partie positive et un peu mielleuse avec un gros big up pour tous les clowns dans les hôpitaux qui viennent donner de la joie aux enfants hospitalisés bénévolement. Je trouve ça très beau, c'est beau les gars. Donc du coup, j'ai été très simple, très rapide sur cette intro, donc c'est fini pour moi. Je redonne la main au moins jeune d'entre nous, le clown de cette belle équipe de branleurs. Pépé. Ok, merci Charlie. Propre. C'était pas si court, très complet en tout cas. On a appris plein de choses en très peu de temps, donc merci beaucoup. Ouais. Eh bien, du coup, on va pouvoir, je sais plus. Oui, regarde on ton va renard commencer. que c'était écrit juste avant. C'est ça, c'est très mal écrit. Et on va commencer tout de suite par un quiz. En fait, je te redonne aussitôt la parole, Charlie, pour que tu nous lances le petit quiz. Je me flétris au contact du vent. Sous mes poiluits, je sens le parmesan. Stéphanie de Monaco. Perdu. C'est ma bite. Toujours, ça va marcher. Il marchera toujours celui-ci. On le dit à chaque fois. On redira jusqu'au bout. Ça marche à chaque fois. Alors, comme à chaque quiz, j'essaie de calquer sur le thème, faire un truc nouveau et tout. Ouais. Et c'est dur sur les clowns parce qu'en fait, en vrai, c'est très imagé et autres. Donc, j'ai juste pris le côté. Normalement, un clown, c'est là pour faire rire. Et je vais vous faire à tous 5 questions culture générale sur les clowns. Alors, que ce soit de la culture pop ou de la culture classique. Si vous avez faux, vous devrez nous faire une vanne. Aïe. Et qui, je pense, vont pas être ouf. C'est ça qui est drôle. T'en sais rien. Nul. Peut-être qu'elles vont peut-être être géniales, nos blagues. Je compterai quand même les points au cas où. Si quelqu'un a faux, celui d'après peut répondre au cas où. Mais il aura pas de blague à faire. C'est juste le premier qui a la question qui pourra répondre. Enfin, qui aura sa blague s'il se rate. Comme un gros naze. Ok. Et on va commencer par Angelo. Merde. Eh oui. Quel type de clown a été popularisé par la Commedia dell'arte? Harlequin. Ouais, mais je veux plutôt un style général. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas un style. Alors, le type général, c'était les Zani. Mais non, c'est le clown blanc, en fait, que je cherchais. C'est les... oui. Alors, pour le coup, c'est même pas les Harlequins, d'ailleurs. Mais c'est les Zani. Pour les Zani, c'était les bouffons de campagne. En vrai, celle-ci, je te laisse parce que ça Merci. Je te laisse. Il est sympa. Je te compte pas le point, mais je te laisse. En vrai Non, mais... Alors, t'as -1. Il a juste pas pris son point, mais il a passé à vanne à faire. Je te laisse parce que je sais pas trop si tu dis vrai. Mais non, mais en fait, il a pas tout à fait tort, mais elle était chiante à poser. Même dans les questions, j'étais là, je suis pas sûr que ça va être bien compris. Eh bien, ça commence extrêmement bien. Ah bah, la question numéro 2, mon cher Pedro, il a pas à réfléchir. Combien d'épisodes contient la série animée Batman, donc avec le Joker, de 1992 à 10 près? À 10 près? À 10 près, je vais peut-être y arriver. Attends. Oh merde. La série ou la première saison? La série animée. le fameux dessin animé que tout le monde connaît. À 10 près, 132. Hein? 132 à 10 près? Non, ce n'est pas ça. Pépé, c'était une réponse? 50. Non. Je dirais 90. Il a la bonne réponse que c'est 85. Tu as un petit point pour Angelo. Et du coup, mon cher Pedro, une vanne. C'est 2 œufs qui discutent dans un frigo. Oh, ça commence mal. Il y en a un qui dit à l'autre non, mais pourquoi t'es poilu, toi? Parce que je suis un kiwi, connard. Je l'avais déjà vu, celle-là. Alors, les gars, on essaie de les vendre, ces vannes. J'ai cru que t'allais sortir. Je me flétris en contact du vent. Pépé, qui est Gripsou? Bah, c'est un canard. Non. Non, c'est Picsou, ça. Angelo, est-ce que tu sais qui est Gripsou? Bah, c'est un clown qui est radin. Non. Pedro? Non, mais c'est quoi le contexte? Si tu le sais, tu sais qui c'est. Oui. Allez, vas-y. Tu sais? Bah non, oui, voilà, c'est ça la question, oui, je sais. Et bah, c'est le clown dans ça, les gars. C'est son vrai nom. Ah, Pennywise. Eh oui, c'est Pennywise, quel désolé. con. Ouais. En anglais, Pennywise. Mais oui. Et en fait, je l'ai mis à Pépé parce qu'il m'avait dit qu'il avait jamais vu.
Donc, du coup, une vanne, Pépé. Une vanne. Monsieur et Madame Mon Slip Sale ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Je crois que je sais pas. Jérémy. Parce que Jérémy Mon Slip Sale. Bravo, Jérémy. C'est une belle blague. Bien construite. Complète. Du coup, Angelo, Ouais. on est toujours sur les types de clowns. Très bien. Attention. Le mime Marceau est aussi connu pour son personnage du clown Bip. Mais quel type de clown est Bip? Alors, what? Bah, le mime Marceau, bah, il fait des mimes. Bah, non, mais il a pas fait que les mimes, il a fait aussi un clown aussi. D'accord. Ouais, bah... Ah, bah, il a fait un clown dans un film? Non, il a fait un clown, il avait un personnage de clown. Et c'est quoi la question? Car en fait, c'était quel type de clown qu'il faisait? Est-ce que c'était... Ah, un clown blanc? Bah non, ça va pas être deux fois la même réponse. Un clown noir? Pedro, est-ce que tu veux tenter un truc? Un Auguste? Non, perdu. Est-ce que tu veux tenter un autre? Un pitre. Dommage, c'est vrai que je l'ai pas cité, c'est clown triste. Ah mince. Eh ouais, dommage. Angelo Van. Allez, c'est à moi du coup. Quel est le pire moment dans la vie d'une poule? Je sais pas. Quand elle passe du coq à l'âne. elle est sale, hein. Elle est pas mal, j'ai jamais entendu. Eh ouais. Pedro, comment s'appelait le film de John Watts de 2017 avec Andy Powers et Laura Allen où on peut y voir un clown meurtrier? Vous pouvez répéter la question? Oui, comment s'appelait le film de John Watts de 2017 avec Andy Powers et Laura Allen où on peut y voir un clown meurtrier? The Clown. Je peux essayer? C'est Hit. Hit? Non, c'est pas ça. Mais j'ai pas dit que c'était faux, ça s'appelle Clown, non? Bah oui, voilà, Clown. Il y a un film qui s'appelle juste Clown. C'est pour ça que je fais... Bon, personne le connaît, mais je trouvais ça drôle. Et voilà. Vu ou pas vu? Pas vu, donc j'en ai aucune idée. Mon cher Pépé, Yes. quel personnage a été créé par Alan W. Livingston dans les années 40? Dur. Oh, je sais. Alors on n'est pas forcément... On sait pas si c'est du film ou du... Ouais, Ça. c'est comme ça. Un personnage de... le clown. Perdu. Angelo, t'as une idée? Le Joker? Non. Non. Oh merde. Pedro? Je sais pas ce que c'est, mais je sais que c'est pas le Joker. Eh ben, t'as pas une tentative? Un clown créé dans les années 40. Attends, comment t'as dit le mec? Alan W. Livingston. J'ai cru que tu allais dire M. Night Shyamalan. Mais non, c'est pas un clown. Non, je ne sais pas. Et bah, c'est Bozo le clown, tout simplement. D'accord. Ok. Pépé, Van. Van. Allez. Alors, c'est l'histoire d'un mec qui a 5 bits. Oh, Son merde. slip lui va comme un gant. Je l'avais gardé celle-là aussi, putain. Ouais, t'es sûr qu'il y a Je suis beaucoup dans les slips. Qui avait des doublons. Attention, Angelo. Oui, pardon. Le film Joker. Oui. Tu vois? Mais qui l'a réalisé? Ah oui. Parce que demander l'acteur principal, c'était trop facile. Putain. Je sais pas. Mon cher Pedro. Todd Phillips. Oh oui, Pedro qui se prend un petit point. Et Angelo qui va nous faire une blague. Alors, c'est l'histoire d'un mec qui a 5 bits. Non. Comique de répétition. Deux amis discutent. Eh, c'est lourd un paix? Bah non, c'est juste du gaz. Ah ok, bah j'ai dû me chier dessus alors. Moi, je la connaissais avec deux grands-pères sur un banc, mais c'était... Voilà. J'avais déjà entendu, Mais je m'en rappelle, c'était leur mais idée. c'est efficace. C'est efficace. Mon cher Pedro, d'où viennent les clowns tueurs d'après le nom du film de SF horrifique de 1988? Les tueurs de la forêt. Les Non. clowns de la forêt. Perdu. Pedro... oula, Pépé, excusez-moi. Du cirque. Non. Angelo, ça te dit rien? Pardon, c'est quoi la question? Je remets D'où en tête viennent ma les blague. clowns tueurs d'après le nom du film de SF horrifique de 1988? D'où ils viennent? C'est le nom du titre du film. De Conforama? Non. Vous connaissez pas ce film? Toi, c'est... Bah, non, peut-être. c'est de la bonne série Z, quoi. Les Ah, clowns tueurs venus d'ailleurs. Non. Ah, non, ok. désolé. Et bah du coup, Pedro, blague. Les blagues, c'est l'histoire d'un aveugle qui rentre dans un bar, puis dans une table, puis dans une chaise. Ah mais oui, elle est connue celle-là. Ils ont vraiment pris toutes les vannes classiques. Ouais, c'est clair. Fondamentaux sur les basiques. Pépé. Oui. L'Auguste est le faire-valoir du clown blanc à l'origine, comme je l'ai bien expliqué dans cette intro. Mais en fait, ça vient d'un argot berlinois. Mais qu'est-ce que ça signifie, à ton avis? Augustus. Pardon.
En vrai, juste pour avoir une petite aide, cherche pas un mot qui ressemble avec Hog, je sais pas quoi. Ah, ok. Donc rien à voir, quoi. Pense plus par rapport à la définition d'un clown ou j'en sais rien, enfin, un truc comme ça. Et ridicule. Non, mais il y avait de l'idée, mais non. Angelo, t'as une tentative plutôt? Donc faut trouver un mot. Bah en fait, D'où vient Auguste, c'est un argot berlinois en fait. D'accord. Qu'est-ce que ça signifie en français? Bah Auguste, c'est le premier empereur romain de... Ouais, mais non, ça, on s'en fout. Bon, bah se dire bouffon peut-être. Ouais, t'es dans l'idée en tout cas. Ah, c'est pas ça. Le vrai mot, au cas où Pedro, tu vas en tenter un. Clown. Ça a été beau, tout simplement. C'était idiot, tout simplement. Idiot. C'est pour ça, le bouffon, t'étais pas loin, mais... ouais. Avec ridicule, j'étais pas loin. Ouais. Du coup, Pépé, blague. Blague. C'est l'histoire d'un zoophile qui rentre dans un bar. J'ai failli la faire aussi, celle-là. J'ai hésité aussi. Putain, j'ai quand même fait une blague avec l'élan et les rennes il y a pas longtemps. Il y a une semaine ou deux, je sais plus sinon, quand j'avais la variante, c'est l'histoire d'un zoophile qui prend son élan. Bah oui. Et voilà. Ah, j'avais celle aussi. On est vraiment sur Blague 101 quoi. Ouais. Mon cher Angelo, Oui. qui a chanté la chanson Clown en 2014? Axel Red. Ouh, non. C'est trop drôle. Oui. T'avais l'air tellement sûr de toi, je fais oh joli. Pas du tout. La meuf qui s'habille en viande là. Diams. Lady Gaga. Lady Gaga. Pardon, c'est tout ce que je me suis souvenu sur le moment. Désolé, c'est un moyen mémotechnique de dire des conneries. Il ne fonctionne pas. Non, du tout. Ah ouais, j'ai dit clown, je n'ai pas dit clown. Ah bah oui. Donc on est vraiment sur le français. Diams alors. Johnny Hallyday. Oh, presque, soprano. Angelo, blague. Ah merde, attendez, j'avais un morceau de saucisson. Incroyable, encore. Pourquoi t'as caché ta feuille de vanne? Tu savais très bien que t'allais retomber dessus. Ouais. Alors, bon, celle-là, je suis sûr que vous la savez. Vous la savez? Ouais. Très bien. Bon, comment s'appelle le cul de la Schtroumpfette? Non, je veux pas savoir. Il va me niquer mon enfance. Payo, excuse-nous. Le Blu-ray. Oh merde. Moi j'ai rigolé parce que je la connaissais. Je fais putain, je l'ai pas vu venir, ça fait longtemps. Ouais. Ouh là. Pedro, mémoire par rapport à la discussion qu'on a pour préparer tous ces trucs là. Oh merde. Comment s'appelle le groupe de punk rock du pays saumurois dont je vous ai parlé dans la discussion pour la préparation de ce podcast? J'en ai aucune idée. Les clowns saumurois. Ah non, pas du tout. Est-ce que Pépé t'a... Non, on va passer Angelo. Les nez rouges. Ah ouais, c'est bien tenté. Hein. Putain, le pire c'est que Toi t'as plus de... En même temps, Angelo, tu viens du 49, t'as plus de bah chance. oui, non mais de... je vois l'organe mais je vois pas le nom. C'est moche. Ah oui. Non. Moi, je veux dire, c'est les vilains clowns. Ah. Et du coup, allez voir, ils ont un petit YouTube, un Facebook, tout ce que vous voulez. S'il y a des gens qui veulent voir, c'est du punk sympathique. Petite vanne? Oui, c'est l'histoire d'un pingouin qui respire par le cul. Ouais. Un jour, il s'assoit et il meurt. Vraiment Blague 101. Aucun effort. Faites un effort sur vos vannes, les gars. Ouais, non, mais faites un effort dans la façon de les dire. Et vous... Ah, Pépé. Avant-dernière pour toi. Quel est le nom du clown que l'on a pu retrouver aux côtés de José Garcia sur le plateau du Gros Journal, présenté par Antoine Decaune afin de se rappeler des grands moments de Nulle part ailleurs? Est-ce que tu vois déjà un peu l'histoire du gars sur Nulle part ailleurs avec José Garcia, Antoine Decaune qui s'en fout plein la gueule? Ah, le chanteur là Je crois pas qu'il soit chanteur, hein. Je crois qu'il est juste clown hein, pour le coup. Il y avait un vrai clown. Bah je crois pas qu'il soit chanteur. Je peux pas te l'assurer à 100%. Non, bah je l'ai pas. Est-ce que tu l'as, Angelo? J'ai envie de dire Nono, mais je crois que je confonds avec Groland. Ah oui, non, oui. Ouais. C'est sur Groland. Je sais pas. Vous l'avez pas? C'est Django Edwards. Non, mais si, en fait. Ah, mais oui, il était américain, lui. J'avais pas pigé que tu parlais de lui, en fait. Bah oui, mais il est aussi clown, vraiment. Mais je savais vraiment clown. Mais c'était l'américain qui était totalement taré. Oui, qui est monté sur la table et tout, c'était un délire. Qui faisait nimp. Ils ont fait une bataille de je sais pas trop quoi. Sur une en plus, il est venu 2-3 fois. Et en fait, ils se sont fait un petit comeback sur le Grand Journal quand Antoine Decaune le présentait. Quand José Garcia était là aussi en tant qu'invité, lui. Pépé, blague? Une petite blague. Alors, que fait... Non, celle-ci, moi. Que fait un poussin de 200 kilos? Ah oui, j'adore. Trop nul. Non, elle marche toujours. Elle est trop bien. Elle marche toujours. Okay. Ah, je peux quand même faire ma dernière. Comment appelle-t-on un lapin sourd? Attends, il te reste une question. Ah oui, merde. Angelo, ta dernière question. Allez. Qui joue le Joker dans le film de Batman de Tim Burton en 1989?
Bah, Jack Nicholson. Et oui, petit point pour Angela. Easy. Oh yeah. Le point facile. Pour Pedro, qui chante l'arrestation du Père Noël? Oh, les Regals. Yeah. Oh, Eh bien oui. joué. Pépé, mémoire, est-ce que tu m'as bien écouté pendant l'intro? Non. Quel est le nom? Ah mais je sais bien. C'est pour ça que je t'ai mise pour toi en plus, Cécile. Je t'ai mis en dernier en disant. Quel est le nom de la phobie des clowns? Ah bah ça c'est... Alors c'est pas parce que je t'ai écouté. Hein, ça... Tu le savais? La coulrophobie. Ah, tu le savais. Bien joué. J'ai fini. Est-ce que vous faire vos dernières blagues ou pas? Ah, son pourri? Allez, Pépé, vas-y, t'étais parti. la merde. Chacun. Pépé, t'étais parti. Alors comment appelle-t-on un lapin sourd? Lapin. Alors, moi, du coup, j'avais l'histoire du zoophile qui prend son élan, mais tu l'avais donné. Les amis, alors j'en avais deux. Quel est le point commun entre un lapsus et un cunilingus? Une petite erreur de langue et Bah vous ouais, pouvez vous c'est- retrouver dans la merde. Oh, c'était La dernière, je la trouve un peu plus drôle. Quelle est la différence entre un rappeur et un campeur? Le rappeur, il nique ta mère et le campeur, il monte ta tente. Trop drôle, celle-là. Ah, je la connaissais pas celle-ci. Moi, j'avais. Est-ce que vous connaissez la différence entre un alligator et un crocodile? Non. C'est carrément la même chose. Oh, les blagues d'enfants. Est-ce que vous connaissez la différence entre un 69 et un chalet à la montagne? Sauf une fois. Une fois au chalet. La vue. Oh, putain. Ah oui, après ça peut marcher sur plein de choses. Quoi. Oui, Pas- Oui, mais j'aime bien, moi, Oui. le chalet à la montagne. Et voilà pour ce quiz. Eh bien, merci beaucoup Charlie pour ce petit quiz fort rigolo. Oui, on a bien Ah, rigolé. c'est vous qui avez fait le taf en vrai. Oui, C'était oui, c'était un peu l'objectif de ce quiz. hein. On avait préparé des blagues, mais d'anthologie. J'ai fait exprès de faire des mauvaises. enfin, des- Est-ce que t'as une blague, Charlie On s'est beaucoup décarcassé. Ah putain, j'en ai pas préparé mon gars. Et si Ah, j'en ai, bah, elle est un peu longue. Bah, Donc non, j'en ai pas. Et bah du coup, on va passer dans le vif du sujet. avec On moi. va commencer avec Angelo. Qui va me Qu'est-ce faire que plein. tu vas nous présenter? Attends. Alors, Bah je vais... vide ton verre alors si ça te dérange. Un combat. Un combat. Putain, nickel, je m'attendais pas à cette petite... Ce petit jingle de musique de on a combat. bossé avec Pépé. Ah oui, classe, la classe. Staff derrière. Eh bien, je vais vous parler de Final Fantasy VI, mais je vous ai fait une petite chronique un peu particulière, enfin différente de celle que je peux vous faire d'habitude quand je parle de jeux vidéo. Il y a pas partie 1, partie Juste- 2. Et bah non. Juste de faire un truc simple. Moi, je suis un très grand fan des Final Fantasy, mais que depuis le 7. Ceux Ouais. avant, j'ai jamais joué, donc je les connais pas du tout. Ok. Pour le coup, moi, je suis en pleine découverte. Ah bah alors du coup ça va pas t'aider zéro. parce que ma chronique sur ma chronique sur Final Fantasy 6 ne va porter que sur un personnage en particulier qui est le personnage de Kefka Palazzo. Alors je vais vous développer ça en deux parties au lieu de trois d'ailleurs. Donc Kefka Palazzo, mais qui est-ce? Et Kefka Mais qui Palazzo, est-ce mais comment est-il représenté? Mais comment est-il représenté? Voilà. Donc je vais tenter de répondre à ces deux questions. Quelle que est tu son te poses, identité? Pedro. Et tiens, le préfou est prêt. Oh là, pause technique. Veuillez nous excuser pour cette interruption. Pépé se démène à une cuisine. Donc, quelques données déjà pour vous contextualiser un peu tout ça. Final Fantasy VI, ça a été sorti sur Super Nintendo au Japon et en Amérique du Nord en 1994. Donc, c'est un jeu qui n'est pas sorti en Europe lors de sa sortie en fait. Développé et édité par Square, donc avant que cela ne s'appelle Squaresoft puis Square Enix beaucoup plus tard. Sorti en Europe pour la première fois sur PS1 en 2002, puis sur GBA en 2007. Qui est la version sur laquelle j'ai passé X quantité de ma vie dessus. Et depuis, si vous voulez y jouer, c'est évidemment disponible sur PC, Android, iOS, etc. Tout ce que vous souhaitez. Pour l'anecdote, il est considéré comme l'un des plus grands FF/JRPG, jeu de rôle japonais, /jeu vidéo de son époque, /jeu tout court, avec Chrono Trigger de la même époque que je vous avais déjà développé dans la saison 1. C'est logique puisqu'on retrouve en fait les mêmes personnes dans certains domaines au sommet de leur art à cette période, soit par exemple Yoshinori Kitase à la direction et Nobuo Uematsu à la composition par exemple.
Donc, cette petite chronique de Final Fantasy VI. Désolé, mais Nobuo Uematsu, j'ai un petit orgasme parce que moi, c'est un classique du coup. Il a tout fait de la chanson de Final Fantasy. Puis, sache que la BO de Final Fantasy VI est particulièrement somptueuse. Écoutez. Donc, le personnage de Kefka Palazzo donc, est le personnage sur lequel je vais m'attarder, puisqu'il est en adéquation avec notre thème ce soir sur les clowns. Donc Kefka Palazzo est le bouffon de la cour de l'empereur Gestal, donc qui est à l'origine le grand antagoniste du jeu. Le clownesque Kefka va devenir l'un des premiers prototypes humains d'une ligne de soldats au pouvoir magiquement renforcé, on va dire ça comme ça. Et c'est un prototype dont l'expérimentation va le faire sombrer dans la folie. Donc il va devenir par la suite mage de la cour, puis général de l'armée, puis au fur et à mesure que le joueur va avancer dans l'histoire, en fait, Kefka va substituer et s'accaparer lentement le rôle d'antagoniste principal jusqu'à enclencher une série d'événements qui vont mener vers la fin et la destruction du monde, alors qu'il s'autoproclamera dieu de la magie. Alors, en fait, du coup, c'est l'antagoniste ou c'est le personnage principal? Alors, ça n'est pas l'antagoniste principal au début du jeu. Ah mais c'est classique Final Fantasy, ça. Il va le devenir. Et puis il y a un autre truc qui est différent de tous les jeux de son époque, c'est-à-dire que c'est pas le grand méchant de la fin du jeu contre lequel vous allez devoir vous battre pour empêcher la fin du monde, puisque lui il y est déjà arrivé en fait à la fin. Enfin, il va provoquer la fin du monde. Donc vous arrivez juste après. Voilà, je referme cette parenthèse. Donc au début c'est un fou inoffensif. Et puis en fait Kefka il va prendre de la profondeur en évoluant comme un personnage psychopathe nihiliste, manipulateur et sadique dont la démence va devenir de plus en plus dangereuse alors que ses pouvoirs vont atteindre un niveau presque divin et donc provoquer l'apocalypse. Cela va sonner comme des parallèles avec le Joker dans Batman, et cela est vrai puisque le Joker fait partie des influences quand Kefka a été créé par les développeurs. À la seule différence qu'ici, Kefka est un Joker qu'on pourrait croiser avec Thanos, dont la volonté de détruire le monde n'est que subtilement, progressivement et lentement détectable dans ses actions. C'est-à-dire qu'au début du jeu, quand vous commencez et que vous voyez Kefka, à aucun moment vous allez dire ce type va détruire le monde. Au début, c'est juste un clown. Vous dites ce type est inoffensif. Il est bizarre, il est un peu fou, mais voilà, il est pas dangereux. Est-ce que la meilleure de Thanos, en gros, c'est sa pensée n'est pas si mauvaise que ça, mais sa façon de faire est compliquée? Alors ça, je vais vous le développer. Alors pour moi, l'association avec Thanos, c'est plus dans le sens où il peut détruire le monde comme ça. Voilà. Et alors voilà, c'est ça. Et par contre, la différence avec Thanos, c'est que lui, par exemple, Thanos, dès le début, on sait tous que son intention, c'est de réduire l'univers de 50%. Lui, Kefka, c'est pas du tout ça. Lui, jamais il dit ce qu'il veut faire. Donc c'est beaucoup plus piégeux et malaisant. Voilà, ses intentions sont toujours insidieuses. Et ça le rend beaucoup plus complexe et surtout très machiavélique. Donc c'est beaucoup plus intéressant comme représentation du malin avec un M majuscule et plus dérangeant. Donc Kefka, Chacha, je vais dire Kefka, Chacha, est-ce que tu pourrais nous balancer la petite piste sonore Bien sûr, qui présente le personnage? Elle va être forte, mais après je vais la descendre. Ok, très bien. Donc en fait, ça dans la BO de Final Fantasy VI, donc ça c'est la version symphonique par l'orchestre de Tokyo, c'est le thème qui en fait représente le personnage de Kefka. Et donc ça colle bien à son personnage puisque Kefka est un clown, ok, mais physiquement, attention, ce n'est pas un clown avec un maquillage classique du cirque Pinder, ou par exemple type Pennywise dans ça, non. Il faut que l'auditeur se représente Kefka comme un pur Zani, justement un bouffon classique arlecchino, donc sortant tout droit d'une pièce de théâtre de la Commedia dell'arte du XVIe siècle, prêt à défiler masqué dans de beaux vêtements de soie ample, avec un grand nez en cuir pointu, et donc prêt à poignarder des gens dans le dos dans une arrière-rue de Venise la nuit pendant son grand carnaval. Kefka, il est toujours dans des grands mouvements, voilà, on dirait un vrai clown, mais avec des vêtements d'arlequin de type Renaissance. Voilà. Kefka est dérangeant dans son apparence et dans sa nature. La première fois que le joueur rencontre Kefka, il est au beau milieu d'un désert, juste avant de prendre l'assaut d'un château. Il demande à 3 de ses serviteurs, en menaçant de les tuer, de cirer ses pompes, alors qu'il est en plein dans le désert. Voilà. Ça vous donne, vous dites, le mec est un peu décalé quand même. Donc Kefka est très régulièrement cité dans le top 10, sinon dans le top 5 des plus grands méchants de jeux vidéo, notamment pour une scène particulière qu'il l'a fait entrer dans ce panthéon. Ça tombe bien parce que ces deux scènes m'ont également beaucoup marqué quand j'ai joué à ce jeu. D'ailleurs, Kefka est pour moi un peu le menteur de Sephiroth, donc qui sera le grand méchant de Final Fantasy VII. Depuis tout à l'heure, je vois la comparaison avec Sephiroth, c'est exactement la même chose. C'est assez flagrant. Le Final Fantasy VII, c'est... Donc je vous donne juste une scène. Donc cette scène, c'est la destruction du royaume de Doma, qui est le royaume originaire d'un des personnages que vous avez. Vous avez 14 personnages dans cette aventure.
Donc la destruction de Thorium. Si on était le Joker lui il placerait des explosifs un peu partout et il jouerait avec ses habitants pour leur filer la frousse. Thanos, lui, claquerait des doigts pour que cela soit propre et bien fait. Et bien Kefka, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il choisit d'empoisonner tout l'approvisionnement en eau de sa capitale en s'assurant auparavant que tous les habitants ne puissent pas s'enfuir et qu'ils soient séquestrés dans la ville, afin qu'ils soient toutes les familles et les enfants soient touchés, que la mort soit lente et insidieuse. C'est ingénieux et sournois, quoi. Voilà. Et lui, pendant que les gens mourront dans d'atroces souffrances, il se délectera de cette idée en gloussant comme une adolescente, fière de son coq et fier comme un coq de son idée et de son imagination. Donc Kefka, c'est une représentation pure du génie du mal. Il n'y a aucune nuance. Enfin, Sephiroth, il se construit, il a un passé passé qui est dur déjà. Kefka, lui, c'est de la haine pure et simple. Enfin, c'est un personnage qui est totalement dément et dont la seule envie est de détruire pour détruire. Et vraiment, on n'a aucune explication de pourquoi il est comme ça. Le seul déclic, et ça, on l'apprend plus tard dans le jeu, mais le seul déclic, c'est qu'en fait, ses pouvoirs magiques, il les a eus suite à des expérimentations, et c'est suite à ces expérimentations qu'il est devenu dément. Il est devenu une explication de base. Par contre, il n'y a plus aucune logique dans sa démence. Il n'y a aucune logique. Mais il est quand même très malin dans sa démence. Voilà. Ouais, il est pas court dans sa... Non, il est très malin. Il peut être très lâche, il peut se débiner quand il voit le danger. Enfin, voilà, il est toujours dans quelque chose. Il est ingénieux et malin. Et sournois. Voilà. Et excessivement dangereux. Mais il a des capacités magiques particulières. Il a quelque chose. Alors, je ne veux pas. Comment il fait pour pouvoir accomplir son plan? Je veux pas divulgacher. Oui, il va avoir des pouvoirs magiques et il va s'approcher des pouvoirs divins. En fait, à la fin du jeu, il est plus ou moins considéré comme un dieu. D'ailleurs, quand tu le bats, c'est le boss final. Il ne ressemble plus du tout à un clown. En fait, on dirait. En fait, c'est marrant parce que ça fait penser un peu à la représentation de Lucifer, c'est-à-dire de l'ange déchu, voilà, celui qui a voulu toucher le pouvoir de trop près et du coup, voilà, qui devient l'antéchrist en fait. Ça sort sous quelle console? Super Nintendo en 94. Mais c'est ça qui la musique là, c'est pas la musique de Super Nintendo là. Non, c'est la version orchestrale de Symphonic. Ouais. Mais c'est un des plus beaux jeux 2D de cette époque avec Chrono Trigger justement dont je vous avais parlé dans la saison 1. Ce qu'on a mis en générique, la version Battle, c'est ce que tu connais de tous les Final Fantasy. Oui, enfin, franchement, le truc de MIDI. Un peu violent quand tu fais. Donc voilà, si vous aimez les RPG japonais, si vous aimez la 2D, le pixel art, c'est avec Chrono Trigger pour moi un des grands classiques. Allez-y, c'est un jeu qui ne prend pas une seule ride de par son histoire, de par ses graphismes, de par son gameplay. Vous allez vous régaler. Allez-y. Juste question, parce que alors, pour le coup je sais qu'en fait Final Fantasy VII est ce qui a fait remonter Square Enix. Mais est-ce que tu sais pourquoi pas FF6? Parce que j'ai l'impression que c'est proche quand même. C'était un des RPG les plus vendus de la Super Nintendo, donc je sais pas, peut-être parce que le 7 a fait exploser. Encore plus quoi. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais. Le 7, si tu veux, ce que le 7 a de plus par rapport au 6, c'est la 3D, le fait qu'il y ait des scènes cinématiques, donc il y a des aspects cinématographiques. Oui, peut-être. C'est la cinématographique qui a gagné. T'as pas de cinématique là? T'as juste du texte qui défile en fait? Oui, c'est ça. C'est à l'ancienne, quoi, les années 90. Donc, oui, tout simplement. Et d'ailleurs, Final Fantasy, vous savez pourquoi? Le nom? Aucune idée, moi je. Parce que Square Enix, ils étaient en train de mourir. Ils ont fait un dernier jeu. Leur dernier jeu. La Final Fantasy. D'accord, ok. Ah, c'est vrai. Et bim, après ça a éclaté. Et maintenant ils sont plutôt tranquilles. Mais alors, du coup, toutes les versions 1, 2, 3, 4. Qui les a fait exploser. Après, le 7 a été reconnu. C'est sorti sous quelle console ça? Oh là, j'en ai aucune idée. Alors, 1 et 2 sur 1, 2, 3 sur NES, 4, 5, 6 sur Super Nintendo, 7, 8, 9 sur PlayStation. Game Boy, entre NES. Alors, c'est des spin-offs. Des adaptations. Soit dit en passant, pour l'anecdote, Final Fantasy VI s'appelle Final Fantasy 3 aux États-Unis. Ah oui, ils ont pas compté les autres. D'accord, ceux qui sont pas sortis. Pas tous sortis. D'accord. Voilà. Ok, super, merci beaucoup. Très bien, merci Angelo. Est-ce que tu as joué à ce jeu? Je l'ai surponcé pour le coup, là, je vous assure. Je vous l'ai dit, j'ai joué sur GBA. Alors, il y a plein de versions. La version PS1 avait des scènes cinématiques qu'ils avaient incorporées pour le coup. D'accord, justement, où Kefka est vraiment flippant d'ailleurs. Mais la version GBA, je trouve qu'elle sublime la version Super NES parce que ils ont fait un petit coup de lifting sur la 2D. C'est magnifique. Donc, ça existait déjà à l'époque de ressortir un jeu sur la nouvelle génération de consoles, de rajouter quelques petits trucs. Faire des remakes et de le revendre. Final Fantasy 1 et 2, il a été.
Ok, bah merci beaucoup Angelo. On va passer à Le Pedro. Allo Pedro. Allo Pedro. Allo Pedro. Il veut son jungle, le Pedro ou pas? J'ai un jungle. Parti. Trop bien. Bien sûr. Ça me va très bien. C'est ton personnage dans la version film de ce que tu as présenté. C'est excessivement Bozo. Je vois la scène. Et oui, puisque je vais vous parler du comics The Killing Joke. Oh, yeah. Killing Joke, originellement paru sous le nom de Batman : The Killing Joke, Rire et mourir en français. Ok. Sérieux? Ouais, Oh. bah ouais. Merde. Demain peut attendre pour mourir. C'est un récit écrit par Alan Moore et dessiné par Brian Bolland, paru en mars 1988 chez DC Comics. Ah, c'est vieux en fait. Et qu'Urban Comics a réédité dans une édition deluxe pour mettre en valeur cette œuvre qui a fait date au sein des comics des années 80, aux côtés de The Dark Knight Returns, pardon. Frank Miller. Tout à fait. Le cycle Frank Miller, c'est le deuxième tome. De Watchmen, du même auteur, et de Batman année 1. Du même auteur. Autant vous le dire tout de suite, j'étais un peu flippé de devoir chroniquer cette œuvre. Au départ, j'avais même prévu de faire The Clown, la série allemande dont je suis fan et dont tu as parlé en introduction. J'étais obligé de mettre un petit truc là-dessus. Mais il y avait décidément pas grand-chose à te mettre sous la dent dans la série allemande The Clown, et donc je me suis rabattu sur le comics. Et en fait, ce qui me faisait un peu peur, c'est que c'est une œuvre que j'aime énormément et qui est considérée vraiment comme un pilier de la culture comics des années 80, donc bah, c'est un peu épais et j'ai pas envie de dire trop de conneries. Donc j'ai pris mon temps. T'en fais pas, tu vas en dire. Voilà, et je vais forcément dire un peu, mais je ne vais pas, en tout cas, je vais parler de deux choses qui sont... on peut pas passer à côté, mais je vais essayer de pas trop vous spoiler quand même l'intérieur de l'œuvre, parce que pour ceux qui ne l'ont pas encore lu autour de cette table, et je crois que vous êtes au moins deux. Ah, moi je l'ai pas lu. Tu l'as pas lu. Toi tu l'as lu? Non. Non, ah bah vous êtes trois, très bien. Alors allez la lire, je vous la prêterai. Moi, je connais tout le contexte, je sais de quoi ça parle, mais je l'ai pas lu. Ouais. Alors, ce qui est très intéressant en tout cas de dire dès le départ. J'avais vachement plus récente. J'avais lu, mais j'ai pas. Et t'as pas adhéré. Ouais. Ah mais oui, c'est moi qui l'ai passé en plus, non? Ouais. Et ouais, non. Et en fait, peut-être on me l'avait trop survendu depuis des années. Et... D'accord. Et après, c'était pas. Ouais, c'était bien, hein, mais je m'attendais à un truc de dingue. Lire entre les lignes. Après, faut dire que t'aimes pas Batman aussi, Pépé. Hein. Après, voilà, je suis pas grand fan de Batman. Voilà, ça aide pas beaucoup parce qu'il faut dire que moi, je suis un peu. Voilà, je suis super fan de Batman. Comme je suis fan de Tintin. Donc, ce qui est intéressant de souligner dès le départ, c'est la prise de risque qu'Alan Moore a pris dans le scénario qu'il a imaginé pour les deux opposants. Ce qui propose un point de départ à l'histoire du prince du crime, dont la particularité est justement de ne jamais donner la même version de ses propres origines. Le Joker raconte toujours une histoire différente sur ses origines. D'ailleurs, c'est respecté. Et Stager est très bon là-dessus. Exactement. Dark Knight. Exactement. Et en fait, il va donner son origine story comme ça par une série de flashbacks dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Moore impose sa propre vision des origines du Joker et en fait un comique raté, obligé d'accepter de participer à un cambriolage. Sa femme est enceinte et il a grand besoin d'argent, qui tourne mal. Ce qui n'est pas sans rappeler le film paru l'an dernier, ou juste un petit peu avant. Non, c'est fin 2019, c'est 2020, je sais plus. Attends, de quoi tu The parles? Joker. Le film. Non, c'est 2019. Fin 2019, décembre 2019, donc ça fera un truc comme ça. J'aurais dit ça, mais je suis pas sûr. Juste avant le confinement, je dirais un truc comme ça. C'est tout à fait probable. Et donc, Philippe Todd utilise un petit peu la même présentation du personnage. Mais je vais vous le dire un peu plus tard, c'est quand même très différent dans le traitement, même s'ils ont des idées un petit peu communes. C'est la première particularité en tout cas de The Killing Joke. Si d'autres origines du Joker furent suggérées par le passé, aucun auteur ne s'y était arrêté avec autant de détails et de précision. Ainsi, certains considèrent que cette histoire c'est un peu comme un Elseworld, quand d'autres, dont moi, y voient les origines officielles du clown du crime. Il y a une seconde particularité hyper importante dans l'univers du Batman et qui est liée à 100% à cette œuvre, c'est parce que l'histoire relate l'agression de Barbara Gordon, la fille du commissaire Gordon, par le Joker évidemment, qui va lui tirer une balle
dans la colonne vertébrale, la paralysant, la mettant en fauteuil pendant une dizaine d'années en faisant un peu une épave. Et c'est pareil, j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Joker d'ailleurs qui en profite également pour capturer son père, c'est même le point de départ du récit, le commissaire Gordon, et il tente de le rendre fou dans un parc d'attractions qu'il vient d'acquérir après s'être une nouvelle fois échappé de l'asile d'Arkham. D'ailleurs, voilà. Je ne veux pas trop vous spoiler, mais je vais vous expliquer un petit peu comment l'histoire commence. L'histoire, elle commence précisément par l'arrivée de Batman dans l'asile d'Arkham. En quelques planches silencieuses, toute la solennité du moment, relevée de touches mortellement comiques, nous plonge avec bonheur, mais aussi avec quelques frissons, dans cet univers si sombre, propre à Batman. C'est une immersion dans une réalité presque tangible, avec une pluie humide, cette nuit houleuse, glacée. Les dessins sont transcendants, vraiment. Moi, j'étais plongé dedans. C'est un univers glauque. Quand on aime déjà pas trop tout ce qui est clown, parc d'attractions désaffectés, ce genre de délire, c'est poisseux, quoi. Vraiment. Le dessin de Bolland est vraiment, vraiment dingue. C'est hyper expressif, hyper réaliste, avec un trait d'une rare finesse, parfaitement mis en valeur par un ancrage vraiment chiadé, quoi. Car la palette de couleurs employée n'est pas étrangère à la véracité en fait du truc. C'est vraiment, on a des tons gris, vert, noir, avec des contre-plongées, des choix presque cinématographiques en fait de représenter les scènes. Et d'ailleurs, je vous parlais de la colorisation. En fait, Tim Sale, un dessinateur reconnu de Batman, nous apprend dans la préface de l'œuvre, dans la réédition de 2014, que l'œuvre s'est vue offrir une recolorisation par les soins de Brian Bolland lui-même, en lieu et place de celle de John Higgins, l'original donc de 1988. Attends, j'ai perdu le nom. Brian Bolland, c'est celui qui avait... Brian Bolland, c'est le dessinateur. Ouais, le dessinateur de base qui a recolorisé en fait sa propre œuvre après Higgins. Mais Higgins avait fait déjà un travail splendide pour les années 80. Ça lui allait pas la couleur ou... Il a assombri. En fait, il a rendu vraiment le truc... vraiment dark. Ouais, dark. Vraiment, le Batman, c'est probablement le Batman le plus poisseux qu'on avait jamais vu, je pense, à ce moment-là. De toute façon, Gotham, on imagine tout de suite un truc un peu sombre, poisseux. C'est le pire des pires, quoi. En fait, Frank Miller avait fait un excellent travail dans The Dark Knight déjà. C'est dans Dark Knight Returns, enfin dans la trilogie de Dark Knight. Mais c'était une ville noire, sombre. Mais là, en fait, en plus d'être noire et sombre, elle est désespérée, désespérante, je sais pas comment le dire. En fait, t'as l'impression que tu planterais une graine, il y aurait une plante noire de merde, de cendre qui viendrait éclore et mourir aussitôt sous tes yeux, quoi. C'est stérile comme... c'est vraiment comme ça que moi, en même temps, c'est comme ça que je vois Gotham, en fait. En vrai, c'est pour ça que sur le Nolan, je me suis vu, j'ai compris, et même sur les Tim Burton à l'origine, enfin voilà. Et pour moi, la première fois où on a vu, parce que depuis ça a été assez bien représenté par d'autres, même au cinéma, Nolan a réussi à nous montrer quand même un Gotham poisseux, Philip Todd aussi, enfin Todd Phillips, pareil, c'est très poisseux. Il faut également souligner la force des scènes de flashback, donc qui peuplent épisodiquement les pages du comics, et en fait dont la monochromie est subtilement brisée par des éléments isolés, dont la gradation en rouge va aller en accélérant, et qui fait c'est une référence classique et presque oubliée en fait aux origines du Batman, au Batman original de 1951. Mais revenons-en au silence lourd et quasi impénétrable qui marque le début du récit. Quelques mots griffonnés dans l'angle d'une case, voilà comment Alan Moore pousse un cri face au néant, presque avec délicatesse, et il révèle l'essence même de l'ouvrage. Ouvrez les guillemets. C'est deux mecs dans un asile de fous. C'est comme ça que ça démarre presque. D'accord. Ça te met tout de suite dans l'ambiance. En fait, je pourrais m'attarder sur chaque case, chaque élément de dessin et de scénario, avec un plaisir vraiment non dissimulé, mais je voudrais sincèrement pas trop vous spoiler les détails qui méritent que vous découvriez. Et puis ça va être long peut-être. Oui, et puis ça serait peut-être un petit peu long. Ça fait beaucoup de cases. Alors du coup, on va parler de l'aspect psychologique. Si on s'accorde à dire que Batman n'est autre qu'un personnage secondaire dans cette histoire, mettant en scène la spirale infernale dans laquelle s'est enfoncé le Joker, bien que je rejoigne cet avis général, j'ai tout de même la sensation que le justicier et le clown triste sont en fait une sorte de yin et de yang, dans une mise en exergue de la folie comme ultime refuge, mais pour les deux. Et dans cette dualité qui les caractérise aussi bien personnellement que dans ce qui les lie, des liens assez tordus se révèlent en fait. Moore a fait, en fait il y a 30 ans,
ce qu'a pas vraiment réussi à faire Todd dans son film. Il humanise le personnage sans le rendre sympathique. Sans aucun doute, le Joker reste un personnage fou allié et détestable. À aucun moment on ne le plaint, et on s'imagine que c'est la société qui l'a transformé. Avant de plonger dans une cuve de produits chimiques, il était lui-même plutôt un raté, un homme qui s'apitoyait sur lui-même en permanence, incapable de gagner sa vie, incapable de s'occuper de sa famille. Et sa transformation est du même tonneau en fait. Il cherche à entraîner les autres dans sa folie pour justifier, dans leur propre folie, pour justifier la sienne en quelque sorte. C'est une sorte de coupable pas responsable. Et voilà, c'est ce que je pouvais vous en dire. Est-ce que ça fonctionnera sur Batman? Est-ce que ça fonctionnera pas? Il y a des scènes qui sont anthologiques que je peux pas vous révéler, mais qui sont dingues. Quand tu me dis que il faudra qu'on en rediscute tous les deux parce que t'as pas eu l'air de trop accrocher. Et il y a des trucs, en fait, des subtilités, je sais... Honnêtement, moi, j'étais pas passé dessus à la première lecture, il m'a fallu 2 ou 3 fois. Et là, j'ai un truc que je peux vous dire, c'est qu'en 2013, Grant Morrison a expliqué lors d'un podcast que la véritable blague qui tue, The Killing Joke, qui donne le titre au roman graphique, elle est à la fin du bouquin, et si vous voulez le savoir, je vous laisserai aller trouver par vous-même parce que je veux pas vous spoil. Après, je sais pas, pour moi, t'as un mélange de, du coup, pour ce qu'on connaît en termes de filmographie, le dernier film Joker, où le Joker, c'est un personnage qui est un peu fou et qui, dû à la société, devient vraiment fou, et du coup, tue les parents de Bruce Wayne, donc il crée Batman. Et t'as la version Tim Burton, où Batman a été créé parce que le Joker, qui était un petit gars de la pègre à l'origine, a tué ses parents, donc il est devenu Batman. Et plus tard, Batman a poussé ce gars de la pègre dans un truc d'acide, et il est devenu le Joker. Donc le Batman crée le Joker crée le Batman. Et t'as toujours un cercle vicieux. Quoi qu'il arrive, c'est ce que raconte. Et je trouve que c'est un mélange des deux, je trouve. Ça fait un peu un mélange des deux. C'est ce que raconte ce comics concrètement, en fait, que l'un sans l'autre n'existerait pas. Et en fait, c'est ce que le Joker tend à prouver à Batman pendant tout du long. Mais encore une fois, je veux pas trop vous spoil, donc je vous laisserai aller le découvrir par vous-même. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que malgré la popularité de l'histoire, Moore lui-même a avoué plus tard qu'il la trouve pas sans défaut. Et en 2000, il a même déclaré dans une interview: je pense pas que ce soit un bon livre. Il dit rien de très intéressant. Merde. Merde. Bon, il est revenu sur. Pépé, il est d'accord avec toi. Il est revenu sur. Il a changé d'opinion en 2003. Et il a dit que finalement, en fin de compte, The Killing Joke, c'est quand même une véritable histoire du Batman et de Joker, et que ça n'a rien à voir avec tout ce que on pourrait voir dans la réalité, parce qu'en fait, Batman et le Joker sont comme aucun être humain ayant jamais vécu. Donc, s'il n'y a pas de grande révélation sur l'humanité derrière, ça reste quand même une histoire qui a le mérite d'exister, mais il considère en fait que c'est pas un bouquin qui sorte véritablement de l'histoire du Batman en règle générale. Alors que pour les fans, il est considéré comme l'un des 3 meilleurs Batman, et probablement à l'heure actuelle pour les fans de comics des années 80-90 comme l'un des 10 plus grands comics jamais parus, aux côtés de Watchmen, aux côtés de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, de Moore, à côté de V pour Vendetta, de Moore. Donc bon, voilà quoi. Je crois que vous l'aurez compris, j'aime beaucoup Alan Moore. D'ailleurs, le réalisateur Christopher Nolan partage cet amour avec moi, et il a utilisé The Killing Joke comme influence pour construire la version du Joker apparaissant dans le film The Dark Knight. Mais comment c'est expliqué clairement. Et Heath Ledger, son interprète, a déclaré avoir reçu un exemplaire de The Killing Joke pour préparer le rôle. Voilà, Moore, et je terminerai là-dessus, ou quasiment, Moore a dit regretter le sort réservé à Barbara Gordon. Il aurait aimé que DC l'en empêche. D'ailleurs, cet aspect de l'histoire aurait été l'occasion de vives critiques féministes à l'époque. La torture infligée à Gordon considérée comme sadique. Voilà. Alors je comprends pas le côté féministe pour le coup. Eh bien en fait, alors je voulais pas l'aborder. Il a été une meuf, mais oui, mais je voulais pas parce que c'est la fille du. Je voulais pas l'aborder en profondeur parce que j'ai même pas très bien compris ce qui avait été problématique à l'époque. Tout ce que j'en ai retenu, c'est qu'en fait, un collectif, par le biais d'un magazine, a fait savoir qu'ils étaient outrés par le fait que les personnages féminins à cette époque-ci, et notamment dans les bouquins de Moore, avaient tendance à morfler plus que les hommes et à avoir des séquelles. Enfin, si tu veux, les hommes soit étaient blessés
gravement, mais s'en relevait assez rapidement, ou alors mourait et disparaissait. Soit les femmes, elles étaient vraiment amochées, puis à un moment, quoi. Barbara Gordon se retrouve vraiment estropiée en fauteuil pendant 10 ans. Ouais. Enfin, après, elle se rattrapera bien, puisqu'elle devient Oracle. Une dizaine d'années plus tard, qui est un espèce d'internet avant internet en fait. Donc, ah non, voilà. Du coup je comprends mieux. Oui, après c'est le problème, c'est que oui, à l'époque déjà, de toute façon, c'était les mecs qui étaient costauds et les meufs étaient déjà pas présentes beaucoup. C'est ça. Donc oui, mais là, puis c'était Bad Girl, un problème d'époque générale en fait. C'était Bad Girl, je l'ai pas redit en fait parce que pour moi c'est évident, mais c'est Bad Girl. En plus à la fin. Donc voilà, forcément ça fait aussi un personnage féminin fort en moins, encore perdant dans le bon. Bref. Et donc le roman, et là pour le coup je termine là-dessus, le roman graphique est adapté dans le film d'animation Batman The Killing Joke de Sam Liu, sorti en 2016, que je n'ai pas vu parce que j'avais pas franchement envie de me. En fait quand t'as lu ça, clairement tout le monde m'a dit que c'était pas bon et j'ai vu quelques extraits, j'ai trouvé ça médiocre, donc je veux pas m'en passer. Parce qu'il paraît c'est vraiment pas ouf. Voilà. Vous avez juste un extrait. Ils ont pris le temps pourtant pour l'adapter, quoi. Donc, ils auraient pu faire un truc propre. Oui, c'est 2016 l'adaptation. Ouais, c'est 2016, ouais. Et d'ailleurs, parce que à voir quand même. Le comics, il est combien de pages? Enfin, c'est un comics classique. C'est pas très épais, ça doit. Si je te dis pas de bêtises, on tourne autour des 60. Ah ouais, vraiment, d'accord. 66 pages. Moins de 100 pages. Ah oui, okay. Moins de 100 pages, ouais. Oui, donc normalement sur un film d'une heure et demie, tu peux faire ça mieux. Mais je suis pas certain que ça rendrait un film très intéressant parce qu'il y aurait une sorte de huis clos, il y a très peu de lieux. En fait, c'est extrêmement psychologique. En fait, non. Ça pourrait être le dernier film de Joker, il est très psychologique. Pardon, ça pourrait être un film exceptionnel, mais il faut confier ça à des gens extraordinaires et qui arrivent à tout maîtriser de A à Z, sinon c'est des amoureux du Joker et de l'univers. Je sais pas, mais surtout des gens talentueux pour le cinéma, parce que pour le coup, t'as des gros plans sur le Joker et Batman, et surtout t'as des flashbacks et t'as des entrées d'un petit, tu vois leurs pensées et tout, donc c'est hyper compliqué. Cinématographiquement, c'est pas facile à monter. C'est galère parce que c'est une guerre psychologique tu lis ça en 1h30, 2 heures, et en fait pendant 1h30, 2 heures, t'es plongé dans deux visages qui s'affrontent en fait. C'est bon, bah merci beaucoup. Oui, non, mais je m'attendais à un petit peu plus. C'est vrai. J'avais envie d'en savoir plus, mais non, c'est bien de pas tout gâcher. Mais ouais, c'est ça en fait. Il faut pas trop en dire. Oui, mais il me donne toujours envie. Il faut vraiment que je le lise un jour. Je peux difficilement rentrer plus dans les détails. T'as donné envie de le lire. J'espère que vous aussi qui nous écoutez. C'est particulier dans le sens où il y a un côté Capharnaüm un petit peu dans certaines images, mais qui est volontaire. On parle de folie, donc en fait, elle est représentée dans les images, t'as de la folie. Tu es même obligé de tourner à un moment donné la. Ah non, pardon, excuse-moi, ça c'est dans la cour des hiboux, je les ai lus. Je les ai relus en même temps. Tout seul. Non, dans la cour des hiboux. J'aurais pas dû te relancer, c'est bon. Ouais. Ok, merci beaucoup, Pedro. Eh bien, très bien. On va. En tout cas, c'était très gai tout ça. Oui, c'était. C'est vrai que c'est parlé du Batman et de Tintin, c'est ça. Voilà. C'est vrai qu'on parle des clowns, mais c'est pas très drôle depuis tout à l'heure. Bon moi, du coup, je vais vous parler d'un clown qui n'a absolument rien à voir. 3, 4. Oh, ça danse. Oh, c'est bon ça. Ah, ça fait danser tout de suite. Ça. Je suis Sancho le Cuba, je tourne pour la rumba. Et quand je danse, ça fait chick, chick et boom, chick, chick et boom, chick, chick et boom. Et vous l'avez peut-être compris, je vais vous parler de The Mask. Oui. Sorti en 1994 quand même. Ouais, les petits cocos. Réalisé par Chuck Russell. Au casting, on a du Jim Carrey, du Cameron Diaz, du Peter Green et d'autres. Pourquoi j'ai fait ce choix? Ah oui, explique-nous parce que même nous on a eu du mal à le comprendre. On pourrait penser que c'est un peu hors sujet. Mais je trouve que t'as assez raison en fait. Parce qu'en fait, je cherchais un personnage de clown vraiment au sens strict. Je voulais un personnage comique, pas un dément, qui soit maquillé, déguisé, un visage expressif, une comme le mien après, excentrique, comme le tien qu'on va voir juste après. Mais pas pareil. Alors du coup, j'avais pensé au tout début à Laurel et Hardy. Donc un peu le personnage de l'Auguste et le contre-pitre. Et à Charlie Chaplin aussi, ce qu'on appellerait un excentrique. Ouais. Mais bon, ça me paraissait trop vieux et pas assez coloré à mon goût parce que c'est noir et blanc déjà. Après, tu tenais quand même 10 ans avant eux. Et pas assez pop à mon goût. Et puis j'ai pensé à Jim Carrey.
Souvent, je pense à Jim Carrey. Et ça a tilté dans ma caboche. Ça a fait pouette. Parce que les clowns dans la pop culture, tels qu'on les imagine aujourd'hui, ce sont tous des putains de psychopathes maléfiques. Oui. Bon, ok, je vous l'accorde. Le cas du personnage du Masque dans les comics d'origine, c'est plutôt un mélange de Deadpool et du Joker. À noter qu'il y a eu un crossover d'ailleurs entre The Mask et Deadpool et le Joker. C'est vrai ? Putain, mais Ah ouais, carrément. Attends, The Mask et le Joker. Deadpool, pas sûr. Revérifier. Oui, ils iraient bien ensemble. Mais ça irait bien ensemble. The Mask, c'était une adaptation en fait. C'est un comics. C'est un comics à la base. C'est un comics à la base. Ah, tu savais pas. Je veux lire ça. Et c'est un comics assez C'est pas violent. drôle. Ouais, c'est violent, c'est pas très drôle. Et c'est d'ailleurs un film d'horreur qui devait être réalisé à la base pour le film The Mask. Ouais. Mais pour cette adaptation au cinéma, on est finalement sur un tout autre registre. Clairement. Oui. Donc Jim Carrey dans The Mask, est-ce que c'est un clown ? Non. Est-ce que c'est un avion ? Non. C'est un super clown. En effet, il a tout. Oui, je dis oui. Elle est tellement validée. Il a, à mon avis, il a tous les attributs du clown. Mais avec en plus des pouvoirs surnaturels lui ajoutant la faculté improbable de pouvoir reproduire des gags de cartoon. Ouais. C'est burlesque, c'est grotesque, c'est cartoonesque, c'est The Mask. Alors certains diront que n'importe quoi c'est pas un clown mais plutôt un bouffon. Je pense à un ami qui fait du clownisme. Je sais pas quoi. Clownisme. J'ai pas vérifié. Hein. La clownerie il est qui m'a dit que non, c'est pas un clown. C'est plutôt un bouffon. En effet, on se moque du clown quand à l'inverse, le bouffon se moque de nous. En effet, le Masque ne fait pas le rigolo pour son public dans le film. Juste pour lui alors ? Non, je pense qu'il le fait pour le spectateur. En effet, il brise d'ailleurs plusieurs fois le 4e mur pour s'adresser à nous. Donc ça colle, c'est un clown. Ouais. Oh, tu as mis tout ça pour le détourner ton truc. Voilà, je l'ai détourné. Tu as mis tout ça. Ça marche. T'as appelé PJ, je veux dire, parce que je vais dire son nom, t'as appelé PJ. Je vais quand même vous parler rapidement du scénario. Donc, lors de l'exploration d'une épave sous-marine, un accident du travail provoque le retour à la surface d'un artefact bien mystérieux. Stanley Ipkiss, ce gros nul, alors qu'il rentre seul comme un gros loser d'une soirée qui a mal tourné, trouve le masque et le ramène chez lui. La suite, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, sauf qu'au lieu d'un sérum, c'est un masque qui déclenche la transformation. Désolé, j'étais obligé. Ouais, direct, je pensais à la vieille aussi. Ah oui, la vieille la concierge. La vieille concierge. Alors, je vais détailler un petit peu plus quand même. Stanley va alors enfiler le masque et devenir un être doté de pouvoirs surnaturels. Il devient tout à coup transformiste, contorsionniste, avaleur de sabre, mangeur de feu, prestidigitateur. Oui. Voilà, en fait, tout ça, c'est pas vraiment des super pouvoirs, mais je vois pas trop comment décrire les pouvoirs. Non, mais t'as raison. C'est un Looney Tunes dans le vrai monde. Ah ouais, c'est ça. En fait, tout simplement, je me suis dit, bah, il devient un personnage de cartoon, un toon IRL. Quoi. Ouais, c'est ça. Et voilà, j'avais pas d'autre moyen de. D'ailleurs, il s'en super pouvoir. Regardez Spécial. Il s'en cache pas. Hein. C'est ça. Il s'en cache pas. Enfin, c'est clairement. Ouais, c'est ça. En fait, c'est juste que son imagination, elle l'emporte. La seule limite en fait à ses pouvoirs. Donc, dans un premier temps, il va aller, une fois qu'il aura ses pouvoirs, il va aller à la rencontre de ceux qui lui pourrissent la vie. Donc, on est quand même un peu sur le schéma du comics où on est dans une thématique de vengeance. Il va aller voir la concierge acariâtre. Il va lui faire des misères. Il va aller voir les loupards dans la rue. Il va aller voir les toi, mon loulou. Ah, c'est pas mal d'avoir des petites répliques en même temps. Super bien. La sulfateuse. Il va aussi aller voir les garagistes qui l'ont escroqué pour leur mettre des pots catalytiques dans le cul. La pauvre, elle était malade. Il fallait la tuer, la pauvre bête avait la rage. Puis après, dans un second temps, il va se calmer un petit peu sur la vengeance. Il va plutôt partir à la conquête de son nouvel amour, la pulpeuse Tina. Est-ce que juste une parenthèse. Juste une parenthèse. Ça colle à chaque fois. Oui, juste une parenthèse sur elle. Deux choses. The Mask est sorti en 94 et c'est partie de mes premières VHS que j'avais moi qui dépendait pas. Ah oui, tu vas pas dire que tu t'es branlé sur Cameron Diaz tous les 3 jours. Non, t'as pas le droit de nous le dire. On l'a tous fait. Si j'y vais. La cassette en France est sortie en 96. Vous vous rendez compte à l'époque du décalage entre la sortie américaine et l'arrivée en Europe 96. Voilà, c'est sa première chose. Et la deuxième chose, Cameron Diaz. Quand j'étais enfant et que j'avais on y arrive.
quand elle est accrochée, quand elle est ligotée au bah palmier. oui, mais ils l'ont rendu méga sexy, bien sûr. Mais que oui. elle est sexy. Mais c'est quand elle est ligotée qu'elle te rend. Ah mais cette scène-là, quand j'étais gamin, mais Oui, je suis d'accord. hashtag Zizi tout dur. Mais non, mais c'est parce qu'on c'est l'entrée, juste l'entrée dans la banque. T'imagines, Ouais. toi tu fais des yeux là, genre ah ouais, c'est quand elle est attachée. Non, mais parce que nous on s'imagine être ces Mais non, héros, quand tu t'es vois, la gamin. libérer quoi. Mais Pas profiter d'elle pendant qu'elle est attachée, espèce de taré. Et t'imagines, t'as 8-10 ans à ce moment-là. Eh oui, mais j'avais même pas 10 ans. Ah, toi, non, mais- t'avais 16 ans. Ah, Toi. mais en plus, je crois quand elle est Ah, ligotée, Pépé, elle, j'avais 16 ans. elle est ligotée au-dessus d'une fontaine. Donc Oui, peut-être c'est qu'elle ça. est un petit peu. Mais c'est vrai quand t'arrives à la Mais banque elle avec est sa robe rouge, canonissime. mais elle est voilà, Et pour des incroyable. ados, quel âge bien elle sûr, a tout a été rendu sexy. Tout a été rendu sexy. Voilà, c'est Parce ce que, que. en fait, c'est du coup ce personnage de Tina là, c'est dans le film, non. c'est la femme de Roger Rabbit en fait. C'est Oui, clairement, oui, clairement, totalement. c'est clairement un clin ça. d'œil. Alors, Totalement. Roger Rabbit, c'est pas si beaucoup plus vieux que ça. Non, hein, c'est pas pas vraiment- 2 ans, pas vérifié. 2 ans de 3 moins. ou 4 ans avant quand même, je pense. Mais c'est clairement c'est le clin d'œil parfait, la robe. Bien sûr, rouge ils ont et, tout fait. Et ils ont- Cameron Mais Diaz. parce qu'on reste sur le côté cartoon, machin, enfin, toon, machin, ce que tu Jamais- Non, justement, je vais revenir un peu sur Jamais elle sera références, jamais elle sera aussi belle pour moi. Après ce film-là, jamais je la retrouverai aussi sexy. Ah, Marie à tout prix, peut-être. Ah non, justement, je elle sais est- plus. elle est- C'est une sexy. Elle a une naïve. sacrée vilaine Oui, peau voilà, en ouais. tout cas. Alors que là, dans The Mask, c'est une sexy affirmée. Bombasse. Elle est Vas-y. mise en valeur, elle est maquillée pour. C'est habillée voulu, c'est pour. frais pour. Hein, c'est, Voilà, c'est le stéréotype de la blonde pulpeuse. Voilà. De la femme, comme tu dis dans Roger Rabbit. Donc du coup, bah forcément, Stanley Kiss. Ah il craque complètement quoi. Ah, je suis Enfin, désolé, j'ai un picotis. Ah, ça c'est Roger Rabbit ça. Ah oui, mais je l'avais du coup. Donc du coup, je continue quand même sur le scénario. Donc il est amoureux, le petit Stanley. Donc il va remettre son masque, il va aller braquer une banque pour se faire un max de pognon. La banque où lui d'ailleurs où Stanley travaille le jour. Puis il va aller faire le show au Coco Bongo Club. Oh etc. yeah. Donc forcément, ça va pas faire plaisir ni à la police ni aux gangsters qui prévoyaient de braquer cette banque. Donc c'est un scénario totalement basique, mais terriblement efficace pour enchaîner de façon fluide des situations complètement loufoques. Donc je pense à la scène où justement la musique qu'on a eu en introduction, où il danse avec les flics. Et mais encore, Ou non, la- mais juste avant, la- parce que t'as les flics qui l'ont arrêté. Et ils sont en train de lui vider ses poches. Oui. Et il retire des Il trucs. a un C'est milliard. exactement ce que j'allais dire, cette scène-là. qui est géniale. Dont une Moi- photo de la femme du commissaire. Une de mes scènes préférées, c'est la scène où il se fait tirer une balle. Et il est là. Bon, voilà, donc voilà, on va pas tout raconter non plus, mais beaucoup de scènes cultes qui s'enchaînent. Donc, La rien voix que- F, la VF. pardon. la VF. Bah, la VF. la voix F. voilà. Arrête Moi, de j'ai- prendre ta bleue, hein, toi. Du coup, là, je l'ai rematé pour l'occasion. Et je l'avais jamais vu en VO et j'ai pas eu envie. J'ai voulu regarder encore la VF. Ah, je pourrais jamais regarder en VO. Je suis, maintenant, voilà, moi, mais la de toute VF, façon, moi, c'est tout ce qui est années 90, le seul c'est VF, film, quoi. le seul film, je regarde tout en VO. Vous Ouais. le savez, c'est le seul film que je peux Hook. pas. Les Tortues Ninja. Non, non, Ah, je suis sûr, c'est le les seul mots- film que Ah, en attends. VF. Piège de cristal. Enfin, c'est le seul film que je peux pas regarder en VO en fait. Je veux dire, c'est le seul film que je ne peux pas regarder en VO. Ouais, je pense pas. La Je pense qu'il y VF. a plein de trucs que t'as pas regardé Ouais, en on VF. va- VF est on va trop trouver une ancré. petite liste de films à voir en VF. Donc ma petite analyse sur ce film, quand même, rien que sur le principe, donc c'est un véritable défouloir, une catharsis, un personnage principal malmené à qui il arrive des bricoles qu'on a tous plus ou moins vécues, auxquelles on peut plus ou moins s'identifier. Cet homme naïf et touchant, qui après avoir été présenté, obtient ensuite des capacités infinies. Donc voilà, on s'y attache et puis on se dit un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Non, c'est pas le même. Eh bien là, c'est pas Marvel, du tout. ça. Un grand pouvoir implique du grand n'importe quoi, puisque C'est tellement le ça. porteur du masque perd la raison et n'est poussé que par son instinct. Mais oui. Donc forcément, entre de mauvaises mains, le masque devient terriblement dangereux. On parle quand même du masque de Loki, donc dieu nordique de la malice, de la discorde et des illusions. Donc il le cite quand même dans le film, hein, que c'est le masque de Loki. Par le psychologue. Donc voilà, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Et en effet, dans le comic, dans le comic, c'est la vengeance qui fait essentiellement avancer l'histoire.
ce qui donne des scènes de violence inouïes. Ici, dans le film, ce sera plutôt un peu de violence au début, de vengeance, pardon, mais aussi l'humour du personnage plutôt introverti de Stanley qui peut enfin s'exprimer sans limite grâce à ses nouveaux pouvoirs, et l'amour qu'il a pour Tina qui provoque l'enchaînement des événements. Donc moi, ce que j'ai particulièrement apprécié dans le film, c'est le talent de Jim Carrey. Ah bah là, c'est déjà parce incroyable. que c'est lui qui fait tout le film. Il est au summum. C'est un petit peu après Ventura. Déjà, il a commencé à performer sur les mimiques, etc. Donc là, il me fait rire juste avec sa gestuelle et ses mimiques. Il est en grande partie à l'origine du succès du film. En effet, c'est lui qui a amorcé le virage vers un film plus comique en inspirant le réalisateur avec son visage si expressif. Sinon, en fait, on aurait tout simplement eu le droit à un Deadpool. Vraie question, parce qu'ils ont vraiment choisi Jim Carrey en se disant on va faire un truc horrifique. Non, en fait, à la base, ils voulaient faire un truc horrifique. Ouais. Et il y a Jim Carrey qui était en train de percer tranquillement à la télé. Ils ont pensé à lui, ils ont vu ce qu'il était capable de faire avec son visage. Mimique. Et là, tu vois, il a commencé à avoir un déclic. Tout ce qu'il faisait au NFL, machin, des trucs et machin, enfin bref. Et voilà, en fait, c'est petit à petit. En se disant, peut-être que lui, il pourrait être bien. Et lui, en fait, il a tellement. Et du coup, c'est devenu du comique. En fait, du coup, déjà, avec il a montré ce qu'il était capable de faire, qui était très cartoonesque. En fait, il a aussi donné la parole à son personnage qui à la base devait être muet. Ah ouais. Et en fait, vu qu'il a une prothèse quand même dentaire qui est monstrueuse, il a des Jim Carrey s'est entraîné énormément pour pouvoir articuler et réciter du texte en fait tout en gardant cette prothèse. Et du coup, avec ça, forcément avec des dents énormes, il y a toute l'expression du visage qui décuple encore plus les émotions qu'il a envie de transmettre. C'est pour être sûr, pourquoi ils ont choisi lui et enfin voilà. Et du coup voilà, c'est le succès, c'est pour ça que je vous dis que le succès du film est en grande partie dû au talent de Jim Carrey. Alors du coup j'ai pensé que à l'époque nous aussi on avait nos Jim Carrey en France. Alors, on les avait à la télé, on avait Joséphine Ange Gardien. On avait Louis de Funès plutôt dans les années 60-70. Ouais. Et à l'époque, je me souviens, on avait Michel Courtemanche dans les années 80. Oh, mais oui. Mais Courtemanche, c'est pas québécois ça? Peut-être. Ah, peut-être. Alors, après, il parle pas beaucoup, alors l'accent, je sais pas. Ah, mais pour moi, il est québécois. Pour moi, il était français. C'est le Québec. Parce qu'en fait, il faisait du Patrick Sébastien. Voilà, il passait à la télé chez nous, quoi. Courtemanche, ça me fait penser à un restaurant de trucs d'autoroute, mais je crois que c'est Courtepaille, donc. Non, vous regarderez Michel Courtemanche. En fait, c'était un gars aussi qui jouait tout sur l'expression de son visage. Bon, après, il a pas fait il a pas eu le succès je peux dire que plein d'humoristes encore actuels en parlent, quoi. Courtemanche, ça reste un grand nom. Il avait quelque chose. Et même après, en plus du stand-up, il a fait du stand-up aussi. Après le stand-up, il a fait du stand-up? Non, après ce que tu racontes, en fait, le moment où il était plus dans les mimiques et tout machin, il a fait beaucoup de stand-up et c'est un des premiers même du stand-up, mais je crois que c'est au Québec pour le coup. Ah ok, autant pour moi. Je savais que ça avait duré longtemps, mais je crois que c'était pas en France. Ah, petite info à vérifier. Mais... En tout cas dans la francophonie, quoi. Ouais. Et donc bref, voilà, on avait quand même des petits humoristes, mais Jim Carrey, clairement, il a écrasé la concurrence parce qu'après, voilà, il a fait du grand cinéma. Donc voilà, après vous avoir présenté Eternal Sunshine dans un épisode précédent. Attends, tu peux nous dire en entier le nom du film? Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Oh, elle est bien passée, elle est nickel. Maîtrisée. C'est même pas écrit. Et The Mask, donc si vous ne comprenez toujours pas mon engouement pour Jim Carrey, je vous conseille de regarder Food Irene, Ah mais oui. Et une bonne fois pour toutes, vous comprendrez que Jim Carrey est un très bon acteur. Ouais, mais Food Irene, c'est pas justement avant The Mask? Oui, si, c'est juste avant, je crois, pour moi. Ah, probablement. Si, 92 Food Irene. Pour moi, c'est juste avant. Food Irene, c'est l'exemple pour eux de comment... C'est pas mon préféré, moi. Et en fait, il me gêne par The Mask, pour eux. Il est incroyable, ce film. En fait, c'est là où il est incroyable, c'est Jim Carrey, tu vois, il est bipolaire dans le film, et c'est là qu'il montre tous ses talents. Mais oui, mais il est totalement taré. Scénario, thème. Non, il y a des trucs qu'on mal vieilli, on va dire, en termes d'homophobie, en termes... Attends, The Mask aussi, quand même. The Mask aussi, je me rappelle plus de... C'est assez sexiste, tu vois, t'as un personnage féminin. Ouais, c'est vrai. On a grandi dans cette un seul personnage féminin, et comme on l'a dit, bien montré, genre sexy. Non, t'as quand même deux personnages féminins, t'as la rousse, la gardienne, la journaliste.
Pardon. T'as la concierge, mais qui fait pas honneur à la jante féminine. T'as la journaliste qui trahit Stanley à un moment donné dans le film. Et la blondasse, voilà, c'est un cliché. Oui, c'est vrai, bon, c'est vrai. ça reste un peu sexy. Et moi, c'est les années 90. Quoi. Moi, je sais que The Mask, déjà, c'est un film d'enfance. Je l'ai vu 1000 fois. Enfin, bref. 1 milliard. Et en plus, derrière, en fait, t'as vraiment le côté, genre, le mec introverti. Comment il peut se... Dès qu'il se lâche, en fait, une fois qu'il s'est lâché, en fait, il remarque que non, c'est beaucoup trop. Il faut être entre les deux. Il faut savoir faire l'entre les deux. Il faut pas être non plus extraverti pour rien. Et du coup, il faut être entre les deux. Et un demi-masque. Oui, en fait, Voilà, le masque est intéressant. En fait, c'est ça le truc, c'est que le masque est intéressant pour te montrer ce qui est à l'intérieur de toi. Voilà, ça dévoile ce qu'il ressent au fond de lui. Du coup, faut en apprendre de ce que... faut apprendre du masque pour être entre les deux en fait. Et c'est pour ça qu'il y a une scène qui est intéressante qui me revient là. Il va voir un spécialiste, un psychologue, un spécialiste des masques. Nous avons tous un masque. Monsieur, nous avons tous un masque. Je cherchais la demande un masque. Et il demande au psychologue est-ce que je dois aller à mon rendez-vous avec ou sans masque. Et le psychologue lui dit, alors que à ce moment-là, il pense que le masque c'est une image, hein. Et il lui dit, bah il faut aller avec les deux. Nous avons tous un masque. Le masque est le propre de soi. Vous savez bien. J'ai trop vu ce film. J'ai vraiment. Vous savez bien. Et bah du coup, on va voir. Juste pour finir, on va voir si t'as toutes les références, parce qu'en effet, il y a énormément de références, donc ça peut même devenir un jeu pendant le visionnage du film, parce que bon, on va pas se le remater, mais il y aura des références au dessin animé Looney Tunes, Tex Avery, énormément, également du Hanna-Barbera avec Satanas et Diabolo, notamment quand le chien. Hanna-Barbera, je connais pas. Alors Satanas et Diabolo. Les fous du volant. Les fous du volant. Non. Ah ouais, bah, c'est les cartoons des années 50-60. Ouais, c'est un petit chien et un personnage. Les pierres à feu, c'est du Hanna-Barbera. Le rire, c'est relié à ça. D'accord. Le rire du de Diabolo. Ouais. Et bah du coup tu l'entends dans le film The Mask. Ah exact. Mais tu as mon profil Facebook, c'est mon image de couverture depuis quelques mois. Ah mais Diabolo et Satanas. Du coup je sais pas ce que c'est. C'est un chien et un type avec un chapeau de mais les pierres à feu, c'est Hanna-Barbera. L'ours qui fait. Oggy. Oui, Oggy qui fait merde le garde de forêt. Ah oui, ça j'ai. Ah bah j'ai pas juste une partie. Mais également du Disney, donc du coup on en parlait avec Roger Rabbit. Pour finir, je vais vous donner 3 petites répliques du film. Va falloir me dire référence à quel film. Là on est sur le film. Alors, dis à Scarlett que ce n'est pas le cas. Je viens de le dire tout à l'heure. Autant n'importe le voilà, okay. Alors, plus dur. On va voir si vous êtes des têtes, quoi. Petit, tu es doué, très doué. Mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le second. Le parrain Scarface 1965. Ouais, non, ça Le Kid de Cincinnati. Ah oui, putain. Et pour finir, Splendid. Et ça, je sais pas du tout. Ou en VO, Smoking. Ah, c'est Smoking en VO. Et bah, c'est The Mask. Voilà. Il n'y a pas de référence, c'est The Mask. Très bien. Quel connard. Il y a quand même quelques répliques cultes qui sont pas que des références qui viennent du film. Merci de m'avoir replongé en enfance, je l'ai pas vu depuis bien 20 ans, je pense. J'ai envie de le remettre. À revoir. J'ai envie de le revoir. Revoir. Trop longtemps que j'ai pas revu. Ouais. Voilà, merci de m'avoir écouté. Ah, c'était super. Alors voilà, maintenant on va continuer sur des clowns trop rigolos. Oui, là, on va revenir sur du lugubre. on va mourir tous. Avec Charlie. Allez, jungle. Et vous d'ailleurs, on va se mettre dans l'ambiance. Ouais. Tu flotteras aussi, 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 tu flotteras aussi. Belle ambiance. Rien que cet extrait, est-ce que je peux aller changer de slip? Franchement, pour une petite intro, un groupe d'enfants. Un méchant, une aventure avec des mystères, on a l'impression que c'est les Goonies. Je pense aux Goonies tout de suite. Ouais. Le club des 5. Bon, après, tu rajoutes un petit clown et des meurtres à gogo, et on se retrouve dans Hit, ou en français, ça, il est revenu. Oui. Alors là, on est vraiment pas dans le même délire que The Mask. Non. Là, on va défoncer du gosse à gogo. Je vais vous faire le synopsis de base. Le petit Bill est malade, et son petit frère Georgie veut jouer avec lui. Étant dans l'impossibilité de jouer avec lui, il lui a confectionné un bateau en papier. La pluie est battante dehors et le petit Georgie, avec son petit parka jaune, suit son bateau dans les caniveaux qui naviguent au gré des flots, mais malheureusement, le bateau tombe dans les égouts.
Impossible de le récupérer, mais d'un seul coup, un clown apparaît des égouts avec le bateau. Après une petite discussion pour le mettre en confiance, le clown Gripsou, ou Pennywise en anglais, lui propose de lui rendre le bateau, excusez-moi. Mais il est bien plus démoniaque que prévu et il l'emporte dans les égouts pour flotter avec lui, comme on dit, et le tue. Et voilà. Scène culte. Titine, c'est la base. On a bien commencé. Alors pour info quand même, It ou ça, d'ailleurs, on va arrêter, ça va être super chiant. Ouais. Quand je dis ça, c'est vraiment je parle de la personne. C'est super compliqué. C'est toujours chiant cette discussion. Non mais Saki, mais oui, mais ça dépend de quoi tu parles. Oui, mais c'est ça. ça. C'est ça et tout machin. Voilà, on fera que des. Voilà. En tout cas, à l'origine, c'est un roman de Stephen King de 1988. 86, excusez-moi, j'avais mal lu. Ah, c'est pas tout jeune. Bah pas si, moi je le voyais plus vieux pour le coup. Bah moi aussi je pensais que c'était plus vieux. Bah, en plus les deux téléfilms de base qui ont vraiment popularisé le truc, ils ont été de 90. Du coup, peu de temps après. C'était Tommy Lee Wallace qui n'a travaillé que sur des films d'horreur, sur des films de la même époque en tant que réalisateur, scénariste et acteur. Et dernièrement, en 2017 et en 2019, il y a 2 films au cinéma qui ont été faits par Andrés Muschietti. Et pour ceux qui connaissent les films d'horreur, qui a fait le film Mama, qui est magnifique. D'accord. Mama, qui est un très bon film d'horreur. Okay. Ah, mais alors, c'est pas... j'ai vu que des extraits. Ça avait l'air pas mal, mais je pense pas que c'était si bien. Ah, il est vachement bien. Ouais, bon, ok. Alors, en fait, je voulais un mini-cours... Non, on fera ça plus tard. Regardez Mama. Non, mais c'est vous. Moi, j'avais bien envie de savoir un peu. Simple. Ouais, attends, rapide. Une phrase. Rapide. 2 phrases. Je peux pas te le faire en une phrase. La négo. Non, mais... C'est bizarre. Un couple divorcé, le père se barre avec ses filles, il a un accident, ses filles se retrouvent dans une forêt, et en fait on les retrouve, je sais plus, alors je dirais 3-4 ans après, mais je sais pas. Et en fait, on apprend qu'elle parle d'une meuf qui s'appelle Mama, et là c'est son oncle et sa tante, et ils parlent toujours de Mama, et en fait c'est une entité qu'on voit derrière. Okay. Et c'est vachement bien. Okay. Rien à voir avec Mamma Mia, quoi. Oh, on est loin. Oh non. En tout cas, It dans l'œuvre, c'est surtout un groupe d'enfants à l'origine. Le club des ratés, le club des losers, le club des... Enfin, ça dépend comment on prend la traduction. Voilà. Avec Bill, du coup, celui qui a perdu son frère, qui était bègue quand il était enfant, mais qui est devenu... Il y a Ben, le petit gros à l'origine, qu'on appelait le porcelet. Vraiment, c'est vraiment le bully des autres connards. Ah, mais il faut y aller, on y va. Mike, c'est l'enfant noir de la petite ville. Mais qui est curieux. Non, mais on est sur des stéréotypes. Désolé, on y va. On est sur 80. On est sur les stéréotypes. C'est l'enfant noir, mais en même temps, il est curieux et cultivé. Il est au courant de tout ce qui se passe dans la vie. C'est les Goonies en fait. Bah oui, c'est pour ça qu'il faut que je. Beverly, c'est la petite meuf. Ah, putain, mais vraiment toute cute, toute gentille et tout, toujours présente pour aider. Clairement, Billy et Ben sont amoureux d'elle. D'accord. T'as Eddie, l'enfant asthmatique, bien sûr. J'imagine qu'il a des lunettes et un dentier. Non, ça va. Non, mais Richie, clairement, on est sur les Goonies. C'est le rigolo du groupe avec plein de gadgets. Donc là, on est sur les Goonies. Vraiment pareil. Et Stan, désolé de le dire, mais c'est le juif de la bande. Et je suis obligé de le dire parce que c'est intéressant par rapport aux scènes qui se passent avec ça. Et parce que ça joue à des endroits où les juifs se retrouvent et tout machin. C'est pour ça que je le dis, je précise. D'accord. Et qui croit aux choses empiriques. Pour lui, quelque chose qui est pas logique, non, il doit avoir une base logique, ça vient quelque part et tout machin. C'est vraiment, il a un côté empirique. Alors, moi, en vrai, j'ai acheté les livres, mais j'ai pas eu le temps de les lire. J'ai eu la flemme. C'est honnête. Je vais direct. Les 2 téléfilms, je les ai vus des milliers de fois, enfin, vraiment plein de fois. Les 2 films qui sont sortis il y a pas longtemps, je les ai vus plein de fois. Donc je vais plus vous parler des 4 films en fait, du coup. Et je suis sûr que les livres en plus ils doivent se bouffer rapidement parce que Stephen King il écrit vraiment bien. Ah oui non mais ça devrait te plaire. Quoi. Après j'ai quand même beaucoup cherché pour savoir quelle partie était pareil que l'autre ou pas. Enfin, voilà. Du coup je vais vous parler des différences et points communs mais entre les téléfilms de l'époque de 90 et les derniers films. Déjà les points communs c'est que c'est en 2 parties. Contrairement à l'origine au roman, mais maintenant qui a été écrit en 2 parties parce que pour le format Bush. C'est la même bande de copains, il n'y a pas de différence il y en a un plus en moins et tout machin, il n'y a pas de... Voilà. Et aussi c'est les mêmes scènes d'horreur. C'est-à-dire la mort de Georgie, comme on connaît avec le bateau là. Elle est pas dans le téléfilm, elle est vachement plus suggérée que dans le film. Ah non, elle est autant. Elle est dans le film, je me souviens de sa mâchoire et tout, alors que dans le téléfilm, tu vois pas. Si, en fait, dans le film, t'as juste une scène avant que t'as une mort d'un autre gamin avant, et après on attaque la scène de Georgie. Et en fait, c'est juste que là, c'est une petite. On voit les dents de Gripsou qui arrivent. Oui.
Alors que dans le film, c'est juste qu'on le voit, il attaque, il lui retire le bras, il repart et après il le ramène avec le bras. C'est juste un peu plus, mais on est quand même dans la même idée. Quoi. On n'est pas... La scène de la douche ou des trucs comme ça, c'est repris. Enfin, c'est vraiment... ça revient quand même du roman et ça dépend comment c'est fait. Les différences, bien sûr, les acteurs qui jouent Gripsou ont changé. À l'époque, c'était Tim Curry. Pour ceux qui connaissent, c'est The Rocky Rock Picture Show, c'est Cluedo. Maman, j'ai encore raté l'avion. C'est lui qui est... c'est le mec qui vient cogner à la porte. C'est lui qui venait cogner à la porte pour ceux qui ont écouté le bonus. C'est celui qui, en fait, c'est le gérant de l'hôtel, on va dire. Enfin, façon de dire. Et actuellement, donc, dans les derniers, c'est Bill Skarsgård, qui est un autre délire. Et aussi la façon de donner le récit du film. À l'époque, dans les téléfilms, c'était non linéaire. C'est-à-dire que la première partie, on voyait la version vieille du groupe des gamins, qui se faisait appeler par Mike, qui était le dernier à être resté à Derry, donc c'est la ville où ils sont attaqués et tout machin. Et dès qu'ils se font appeler, ils ont un souvenir, et donc on revient en arrière, on revient au moment où ils se rencontrent avec l'équipe, et au moment où ils rencontrent pour la première fois ça. Et on fait ça avec tout le monde, et au moment, on voit en fait comment ils ont essayé de le défoncer quand ils étaient petits, et pourquoi ils se rejoignent maintenant. Et après, on attaquera la deuxième partie pour le deuxième film. Alors que dans les autres, c'est le premier film, on est gamin, c'est la version gamin, et deuxième film, c'est la version adulte. Oui, c'est vachement plus linéaire. C'est beaucoup plus linéaire. D'accord. C'est quoi le mieux du coup? Moi, à ton avis? Moi, j'ai vu aucun. Alors, sur la façon de le récit, de donner l'histoire, franchement, j'ai pas de choix particulier. Enfin, j'arrive pas à dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Ouais. Les deux sont cool. Alors moi, parce qu'en fait, d'ailleurs, je dis que c'est pas linéaire enfin, je dis que c'est linéaire dans le deuxième, mais c'est un peu faux parce que dans le deuxième, ils reviennent dans le passé dans la deuxième partie. Et en fait, leur but, c'est de trouver un objet en fait pour dire que c'est leur passé. Et à ce moment-là, il y a des rattrapages du passé, donc t'as un peu des retours aussi sur le passé. Donc limite, c'est un peu non linéaire aussi pour le deuxième, quoi. Après, au moins, si tu racontes dans un ordre chronologique, tu sais pas s'ils ont survécu ou. Alors que si dès le début tu fais des flashbacks, tu sais que ça s'est bien passé pour eux, ils sont vivants. Ouais, mais justement, parce que le truc, c'est que Gripsou, enfin ça, l'horreur qu'il crée, en fait, l'horreur créée est dépendante de chaque enfant. Et du coup, ce qui veut dire, c'est que d'ailleurs, c'est un des trucs, normalement, dans les finalités, mais ce que j'adore, c'est que c'est complètement hétéroclite dans l'horreur. C'est-à-dire qu'en fait, vu qu'il peut être n'importe quoi, n'importe qui, il dépend des peurs de l'enfant. Et du coup, tu parles de maintenant, après et tout machin, t'as toujours une nouvelle scène. Et c'est complètement différent. Tu sais pas à quel moment ça arrive. Tu sais pas et tout. Il y a des petits trucs de... dans le fond, tu fais... Oh putain, ça va arriver bientôt. Ou t'as des fois, oh putain, ça arrive là. Pam, comme ça, quoi. C'est vraiment... Attends. C'est quoi ça? Et bah justement, c'est pas... C'est à côté. Qui est Gripsou? Voilà. Et juste pour revenir au film, je trouve qu'il est vachement plus... Les deux parties sont vachement inégales. Enfin, la première partie, celle des enfants, est assez prenante. Et celle des adultes... elle est en deçà, je trouve. Enfin, il y a un problème. Je peux comprendre pourquoi tu dis ça, mais moi, du coup, je suis moins d'accord sur la version cinéma que sur la version téléfilm. La version téléfilm, je trouve qu'elle est vraiment en dessous la deuxième partie. Ah oui. Parce qu'en fait, je trouve, c'est bon, on a tout vu et ils sont pas si, c'est moins violent. Et en plus, c'est ça qui les attaque quand ils sont grands. Ouais. Alors que dans la version film, t'as la version petite, grande et tout machin. Enfin, en plus, il arrive à les rattraper et à leur refoutre des trous de frayeur qui sont pas au courant. Mais alors, du coup, qui est Gripsou? Justement, c'est ça. Qui est ce clown. Et d'ailleurs, on dit clown. En fait, c'est sa version physique qu'on voit le plus. Mais en fait, c'est pas vraiment un clown à l'origine. C'est une entité. Déjà, la version téléfilm, donc la version de Tim Curry, c'est vraiment le personnage dans les cirques. De toute façon, ils ont fait un mélange de Bozo le clown, Ronald McDonald. C'est vraiment l'idée qu'on a et tout machin. Enfin, il fait pas spécialement peur en lui-même. Il reprend plus les mimiques des clowns du cirque. Vraiment de base. Mais après, du coup, il y a des petits moments où ça fait peur, bien sûr, mais il reprend ce côté, il est un peu plus, on va dire, joyeux dans l'idée, dans l'horreur, mais voilà. Mais en plus, même 10 fois, il est même plutôt sympathique avant d'attaquer, en fait. Oui, c'est vrai. Il fait sympathique. Il essaye d'attirer vers lui. Il te ramène vers toi parce qu'il est gentil. Alors que dans les derniers films, le dernier, il est plutôt dark et pouilleux. Il est vraiment, déjà même de base, quand tu le vois, c'est pas qu'il est gentil, mais tu sais qu'il est pas, il est pas sympa. Déjà, il fait pas humain. Son front est beaucoup trop extraterrestre. Tu vois, même quand il n'est pas méchant, t'as dans les deux. Non. Les deux, vraiment, je te pousse à aller regarder les deux photos des deux. Ouais, et tu verras qu'il y en a un, c'est vraiment le clown du cirque. Mais c'est juste, au pire, t'as peur des clowns du cirque. Mais je veux dire, de base, il les fait pas peur. Le plus ancien. Le plus ancien. Et le nouveau, il est de base,
il est flippant. Il est flippant. Même quand il veut être sympathique, il peut pas l'être. Non, il arrive pas à l'être. Il fait flipper. Et du coup, en fait, alors pour info, Stephen King, en fait, il s'est inspiré d'un tueur en série qui s'appelle John Wayne Gacy. Donc, qui était un tueur en série, mais en fait, qui à côté était aussi clown d'hôpital. C'est pour ça qu'il est dur. Et c'est pas qu'il a tué des enfants, mais c'est juste qu'à côté, il était clown d'hôpital en mettant des tueurs en série. Nuit, clown d'hôpital le jour. Gripsou, on le reconnaît bien sûr parce qu'en général, il a des ballons. Ouais. Alors, on le connaît plus, c'est ballon rouge dans la deuxième version et c'est ballon multicolore dans la première version, mais toujours. Son origine, on ne la connaît pas vraiment. D'une façon ou d'une autre, on ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas. Tu veux dire sa représentation physique? Ah, déjà, sa représentation physique, on ne la connaît pas. Ouais. Et en plus, on ne sait pas d'où il vient, quelle est son origine, on ne la connaît pas vraiment. L'entité? Ouais, on n'est pas sûr. C'est pas sûr à 100%. Dans le livre, même dans le livre, c'est suggéré. Ouais. Non, mais c'est fortement suggéré, mais c'est pas sûr à 100%. Okay. Il habite à Derry depuis des millions d'années, dans l'attente de l'arrivée des humains. Voilà. Et il a un cycle d'hibernation de 27 ans où il se réveille pendant environ 1 an et demi. Parce que des fois c'est 1 an, des fois c'est 2 ans, des fois c'est... En fait c'est Mass Effect. Ouais, c'est... Et justement, du coup, pourquoi il fait si peur? Parce qu'il sévit depuis des années et des années. Et en plus, il attaque surtout les enfants et en a tué des milliers. Ah oui, mais... Ouais, on parle de... Est-ce qu'on pourrait pas lui laisser la ville et puis aller faire une autre ville ailleurs? Ouais, on se casse. Mais les gens ils savent pas. Et justement, parce que il se fait oublier pendant 27 ans. Le problème, c'est qu'il peut modifier les mémoires pour qu'on l'oublie. Ouais, d'accord. C'est-à-dire que le mec en fait. C'est la base en fait dans la première partie. C'est une entité. On va un cheat code aussi. On va pas être con. S'il y a 2 parties, c'est qu'ils reviennent. Quand je vous dis jeune et après adulte, voilà. Ils croient l'avoir tué. Il y en a plusieurs qui se barrent de Derry et tous ceux qui sont barrés, ils ont oublié qu'ils avaient vécu ça. Donc du coup, tout le monde l'oublie en fait. Et justement, il peut faire tout genre d'illusions visibles par ceux à qui il veut le montrer. C'est-à-dire qu'en fait, il fait une illusion de genre, il y a plein de sang dans la salle de bain et tout, avec la gamine et tout machin. Avec cri et tout, son père arrive, et là tu le vois, il pose les mains sur le lavabo. En fait, pour lui, il voit rien. Pour lui, il est juste dans un endroit normal. Et elle est là, putain, mais tu vois pas, tout est en sang et tout machin. Donc lui, il crée des illusions pour ceux qui veulent niquer sa race. Il peut prendre toute forme. Il peut prendre toute forme. Et d'ailleurs, on ne connaît pas vraiment sa vraie forme. Est-ce qu'on a déjà essayé de l'attaquer avec du bégon ou des trucs comme ça? T'inquiète pas qu'on a déjà essayé et ça n'a pas marché. Mais voilà, en fait, il peut prendre n'importe quelle forme. En fait, il prend la forme de ta peur. La plus féroce. Et c'est pour ça qu'il attaque les gamins. Parce que les gamins, ils ont des peurs simples, on va dire. Tu vois, je pense que même les adultes. Non, mais toi, peut-être que ta peur, c'est de perdre tes enfants. Mais du coup, c'est pas pareil. Tu peux pas avoir créé une forme de je vais perdre mes enfants. Alors que quand t'es gamin, c'est avoir peur du loup-garou, avoir un truc, tu vois, tu vois ce que je veux dire. C'est impossible de le tuer par des moyens classiques. Ah, mais on peut le tuer alors. C'est une entité démoniaque dont on connaît pas vraiment la source ni toute l'étendue de ses pouvoirs. Oui. Et il peut modifier les pouvoirs, comme je vous l'avais dit, et plus on a peur de lui, plus il est fort. Putain, mais c'est Denis Brodier. Ah, nouvelle règle. C'est vrai que c'est un peu ça. Avant de dire pourquoi il faut vraiment le regarder, est-ce que vous voulez que je vous dise comment le tuer? Ah oui, moi ça m'arrangerait, ouais. Je peux avoir une suggestion? Parce que ça fait longtemps, mais il me semble. En fait, il faut lui montrer que t'as pas peur de lui, je crois. C'est quelque chose comme ça. Ouais, il y a de l'idée en fait. Ah, faut le prendre dans tes bras. En fait, faut le ridiculiser. En cycle de 27 000 ans, personne n'a jamais. Ouais. Non, mais en fait, du coup, ça va être. On est sur Stephen King. Je vous le rappelle au cas où. Donc, ils ont testé l'utilisation du rituel du Sud. C'était un truc indien, parce qu'on est aux États-Unis, qui était à l'origine et qui ont vu et qui ont tenté. En fait, ça ne marche pas. C'est plus pour l'envoyer en hibernation plutôt que le tuer. Et en fait, c'est user de son ego, ne pas avoir peur de lui, afin de réduire sa force pour le tuer simplement. À la base. Mais après, on va plus loin en fait, c'est que il y a de fortes chances, là c'est plus les théories des fans. Attends, du MKU, Marvel's King Universe. Ok. Parce qu'en fait, du coup, pour le coup, le Shining, vous connaissez le nom du film, bien sûr, mais en fait, c'est un truc qui est assez présent même dans tout l'univers de Stephen King. Comme quoi, il y a des personnages qui auraient du shine, ils le disent. Et comme quoi, ce serait en fait le premier groupe qui aurait un shine entre eux. Du coup, c'est la première fois que Gripsou, il n'arrive pas à les tuer d'une seule fois. Et ce serait les premiers déjà à pouvoir déjà combattre contre lui. Et après, si on va très loin, en fait, c'est même dans la tour sombre
Tour noir, je sais plus. Non, Enfin, Tour sombre, la C'est tour sombre. la série là ou... Bah après, c'est Non, c'est un livre livre à l'origine, mais série de- série de livres. Et il y a- oui, Ouais. oui. Et en fait, du coup, il y a un endroit où il y a tout un truc de cirque et tout machin. Il y a marqué Pennywise, donc Gripsou en anglais. Et du coup, en fait, il viendrait là, il vient du Macroverse. C'est pour ça qu'il vient de loin, en fait. C'est pour ça qu'il est relié aux lumières divines, enfin aux lumières divines, comme dans Shining, l'enfant de lumière. Et tout machin, tout est relié. Et du coup, comme quoi, ce groupe serait relié. Et en fait, c'est grâce au fait qu'ils aient le Shining qu'ils arrivent à le détendre, le mettre plus bas que terre en utilisant son ego et à réussir à le tuer. Mais en fait, ce serait quasiment impossible si c'était pas eux. D'accord. Ça serait un peu ça. Et d'ailleurs, au cas où, il y a toujours un truc de on n'est pas sûr parce qu'il a été rappelé dans un autre truc de Stephen King, dans un autre livre. Ça se trouve, il est pas vraiment mort. Alors, voilà pour comment le tuer, mais peut-être pas. Merci. Mais du On a coup, quelques clés déjà. Eh ben, mais c'est bon, bien gay tout ça. pas tout. juste pour finir, moi en tout cas dans le lore de l'horreur vraiment du film et tout, enfin ce que vous voulez, Gripsou pour moi c'est une entité les plus connues et c'est vraiment un classique et vraiment c'est impressionnant comme en les revoyant, c'est vraiment normal, c'est normal de le mettre dedans quoi, c'est vraiment un des plus puissants. Pour moi déjà c'est de la nostalgie, j'ai vu et revu les téléfilms, peut-être trop tôt. Ouais, j'ai demandé à Peut-être quel trop âge tôt, t'as vu mais ça. après j'adore, donc j'ai pas été T'étais traumatisé. vraiment trop jeune Ouais. ou... Oh, il y a des chances. Mais en même temps, peut-être que je regardais Alien en parallèle, donc j'étais pas non plus. D'accord, ok. Et la nouvelle adaptation, je l'ai surkiffé. Pour moi, j'ai trouvé que c'était vraiment super bien fait. En fait, dans tous les genres, parce que je trouvais que justement le Gripsou de l'époque était trop gentillé. Et là, en fait, il est bien. Et en plus, bah, du coup, t'as les effets maintenant de maintenant entre il est très désarticulé, il est très machin. Et Bill Skarsgård joue très bien. Putain, même dans le Night Show, enfin, dans le Night Show et tout, tu l'as vu, juste le faire sans maquillage, tu fais oh, tu revois le sourire qui remonte et tout, tu fais putain, il a vraiment bien travaillé. Quand il est passé chez Stephen Colbert, tu ah vois, ouais, c'est ça. Au Late Show. Le Late Show et tout, il était magnifique. Il fait trop flipper. Et en plus, les effets sont dingues. Et en plus, justement, pour moi, c'est que vu qu'en fait, t'as ça qui rencontre chaque gamin, un par un. Alors, petit, plus vieux, en groupe et tout machin. Donc, du coup, t'as plein d'effets d'horreur. Et c'est jamais les mêmes. Oui. Des fois, c'est du suspense, des fois, c'est du direct, des fois, c'est du. Enfin, voilà, c'est. Et tout est fait. Et du coup, c'est hétéroclite on en est pas termes sur d'effets. de l'horreur que du jumpscare. Ça sans dépend. arrêt, quoi. Voilà, C'est- t'as un non, peu de ça tout. dépend. Ça dépend. T'as des trucs qui arrivent petit à petit, t'es juste toujours pas Parce que bien. moi, en fait, ce que j'aime pas dans le film d'horreur, c'est quand c'est que du jumpscare. Mais non, t'as un peu de tout. Du screamer, voilà. T'as un peu de T'es tout. là, tu sursautes, Non. tu sursautes au bout d'un moment. Bah, ça tu vois, va, le générique qu'on a eu, tu flottes et tout. Ah Tu oui, flottes c'est avec vrai nous, que tu flottes. ce générique Et en déjà fait- était flippant. Bah là, en fait, c'est le petit Ouais. Bill. Je vais la niquer. Le petit Bill qui est dans le fond de la cave. Il y a de l'eau jusqu'à 30 cm, j'en sais rien. Il y a son frère, dont à l'origine, qui est mort, qui est en train de lui dire tu flottes. Et en fait, petit à petit, tu vois la tête du clown à côté. Donc lui, il le voit. Donc il n'y a pas de jumpscare. Tu sais que Ouais. voilà quoi. Et hop, tu vois la voix qui part en grave quoi. Et d'un seul coup, par contre, t'as le clown qui va vers lui quoi. Mais par contre, tout est visible. Enfin, Ouais. t'as pas. T'es déjà. C'est quoi ce délire? Voilà. Là, c'est un autre effet quoi. Par exemple. C'est tellement beau pour moi, ce film, je crois. Non mais justement pour ceux qui aiment les films d'horreur justement c'est que tu fais plein de types d'horreur et c'est il est vachement pas, bien. il est pas. Je vais essayer quand même. Ouais, il est pas. C'est pas un des films qui m'a plus flipper. Enfin, tu prends Et du t'as vu plaisir à le regarder. les nouvelles versions? Ouais, moi c'est les nouvelles versions dont je parle. Ouais. Bah, le téléfilm, il a mal vieilli. Enfin, Oui il a mal vieilli le pot parce que les effets sont moins violents c'est pas de sa faute. Je pense qu'à l'époque je l'ai kiffé pour ça d'ailleurs mais allez voir les nouveaux pour ceux qui aiment les films d'horreur. Pour moi c'est un des meilleurs parce que du coup tu vas taper dans tout ce qui est Au moins après, ouais, si c'est effrayant. varié dans l'horreur, C'est- ça non, peut mais être et justement, intéressant. Ouais. et vu que t'as 7 personnages, donc tu les vois un par un, petit, jeune, machin, enfin voilà. Du coup, en termes de rythmique, sur 2 heures à chaque fois, ça tourne. Hein. T'as pas beaucoup de moments où tu te fais chier, quoi. Enfin, entre eux, c'est ah, je viens de voir machin. Oui, ça va et tout. Ah putain, il y a encore un truc qui me. Ouais, moi je suis pas dingue de films d'horreur en règle générale. Par contre, j'aime bien tout ce que fait Stephen King. Après, les adaptations, ça dépend des. Pour le coup, Misery, par exemple, j'ai adoré. D'ailleurs, La colline des yeux, j'ai trouvé ça nul à chier. Info simple et claire, le téléfilm, il a dit non. Les 2 derniers films, il a dit oui, j'accepte. D'accord. Comme Shining, il avait dit non. Ouais. Et là, il a dit les 2 derniers films, je suis. Pour moi, l'adaptation est bien faite. Shining, d'ailleurs, Christine, il avait pas aimé non plus. Stephen King. Là. je digresse, mais j'ai vu un téléfilm Shining qui était hyper dérangeant. Moins bien que le film, évidemment, mais plus dérangeant encore. Oui, mais est-ce qu'il Il a était pas foutu plus proche ultra mal à l'aise. Est-ce qu'il est pas plus proche du livre?
il est sûrement plus proche du livre. Ouais, c'est possible. Ouais, très probablement. Parce que je crois qu'il a pas adulé le film. Mais tu vois, pour moi, tu vois, justement... le livre Shining, hein. Le livre et le film, il y avait grosses différences. Il y a des grosses différences. Et bah tu vois, justement, pour moi, tu vois, plus dérangeant, tu vois, la dernière version est beaucoup plus dérangeante que la version de 90. Et du coup, ça m'étonne pas qu'il ait plus accepté parce que je pense que c'est vraiment le but. Le clown, il est pas non plus censé être joyeux. Il est censé être de base, tu dis non, j'ai pas envie d'aller voir ce gars-là, quoi. Ouais, d'accord, c'est pas un clown avenant du tout. Non. Il arrive avec tous les apparats du clown sympa, mais avec une gueule de clown pas sympa. Lui, le 90, il a le truc nez rouge. Les ouais, je vois bien et l'autre, il a le côté rouge, il remonte sur les yeux, il va au-dessus, et du coup, ça fait que un petit côté genre une larme de sang qui est remontée en fait. Démoniaque. Du coup, ça fait beaucoup plus violent, quoi. Enfin. Merci voilà, beaucoup, voilà. Charlie. C'est bien pour finir. Très bien. Merci, Charlie. Bah, on va pas aller dormir. Je suis tout tremblant, j'ai la chair de poule. Je vais te dire que t'avais la chiasse, mais non. On n'a pas parlé de 30 000 clowns. Oui. Tu peux dormir avec moi, y a pas de problème. Et ben voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour sur différentes œuvres qui parlent de clowns, des clowns drôles, des clowns beaucoup moins drôles, terriblement terrifiants, des clowns qui veulent conquérir le monde. Ils l'ont conquis, voilà, des clowns on aurait pu parler du clown dans Simpson, j'en sais rien. Krusty. Oui, voilà, Krusty, il y a plein d'autres clowns. Tu t'avais hésité avec la série Le Clown. Mais oui, la série allemande. Max Zanders. C'était pas mal. Et attendez, vous vous rendez pas compte, il y a eu 2 téléfilms, il y a eu un film, il y a eu 6 saisons. Énorme. Max Zanders. Il y avait 6 saisons. Ok. 6 saisons. On va faire un épisode et il y a eu Cruise hors série. Trop. Et il y a eu, s'il te plaît, il y a eu 2 crossovers avec Alerte Cobra. Oh, dur. Ça, c'était la vraie pire série allemande du monde. Donc ça veut dire que t'es obligé de regarder Alerte Cobra à côté pour être sûr. Le crossover des enfers. L'horreur. En fait, t'as tout un clown univers. Mais je suis assez... Ça se croise avec on rigole, mais les Allemands étaient assez fans. Ça a vraiment cartonné. Mais en France, ça a cartonné aussi. Et en France, ça s'est bien vendu. Et j'ai revu des trucs et tout. Et ok, c'est pas très bon pour plein de raisons. Mais... c'est du soap en fait et honnêtement ils étaient vachement en avance sur ce que même nous en France on a réussi à faire que bien plus tard, donc pas grand chose. Moi à l'époque moi le clown quand tu m'en avais parlé j'ai fait bah oui bien sûr le clown c'est énorme, enfin mais en fait c'est vrai que le seul truc qu'il est de clown c'est le masque, et en fait le masque c'est un hasard. Il récupère ça le sert à sortir du pétrin dans l'épisode 1, hop il chope hop il sort et après le n'importe quel masque, un masque de cochon, ça aurait été le cochon. T'imagines un masque de canard, le canard. T'aurais fait tout un arc. Oui, mais le clown, c'est un masque. T'aurais été en philosophie. Je suis le masque. J'aurais pu essayer, mais non, c'est vraiment trop creux. Mais sous le masque, il y a une autre personne, monsieur. Max Zanders. Voilà, il y a des passages très très drôles, notamment Est-ce que ce serait pas ta reco? Ah si, je vous recommande d'aller voir. Je vous recommande d'aller voir le passage où en fait ils doivent arrêter parce qu'il y en a un qui est mort et machin et tout. C'est à la fin de la saison 3. Attends, t'en as rematé combien là mais plein. Et donc, et donc en fait c'est la fin de la série et là ils reçoivent un espèce de message, mais tu sais pas comment ils sont recrutés par les Américains pour remonter une équipe et tout. C'est complètement débile. Mais c'est ta vraie reco ça? Non, pas du tout. Ce sera ta reco. Ça ne sera pas ma reco. Angelo, est-ce que tu as une reco? Oui, j'ai une reco et je vais pas trop la développer parce que c'est susceptible que j'en fasse une chronique dessus. Mais en règle générale, avec Pedro, on avait parlé de Amazon Prime Video, comme quoi ça avait jamais vraiment décollé par rapport à Netflix, sur des choses qui nous accrocheraient nous. Et en fait, il y a 2 mois là, j'ai commencé à me mettre vraiment sur Apple TV+, et c'est un peu une révélation en fait. Enfin, il y avait la série Si, du coup, avec Jason Momoa, pardon, qui est un post-apo 500 ans après une grosse calamité. L'humanité est aveugle et elle essaye de survivre. Enfin bref, il y a eu ça, il y a eu Fondation. Fondation, ça n'a pas été un énorme coup de cœur, mais ça vaut quand même le coup d'œil parce que visuellement, c'est le truc le plus beau que j'ai vu sur télévision. For All Mankind, qui est l'homme, en fait, les soviétiques ont été sur la Lune avant les Américains. Ça, il paraît que et du coup, c'est une chronique, et c'est un carton, et toutes les séries Apple sont super belles. Et bref, j'en viens à mon coup de cœur qui est Swagger, qui a beaucoup de liens avec The Wire, qui sont une forme de chronique sociale d'un enfant. Attention là quand même. Ouais, d'un enfant de la banlieue de Washington en fait, qui accède trop vite à l'exposition médiatique parce qu'il a un talent monstrueux au basket. Alors cette série était produite par Kevin Durant, donc Kevin Durant, le monstre des Brooklyn Nets, un joueur de la NBA. Et c'est un putain de carton. J'ai pris un plaisir énorme. Enfin, c'est beaucoup de thèmes sociaux. En plus, la série commence juste avant le Covid, donc le Covid se développe pendant la série. Voilà, c'est une chronique poétique littéraire avec beaucoup d'enjeux sociaux
tout est bien. Alors la mise en scène des fois c'est un peu moche, mais c'est vachement bien écrit, super bien joué. Tu t'y prends. Voilà. C'est un groupe d'adolescents. De ouf. Mais je pense que je vais vous faire une chronique dessus. Très bien, on en reparlera alors. Donc pour l'instant, recours, on a le clown, Apple TV+. Je pense que c'est pas le clown. C'est Swagger là. À toi, Charlie. Moi, j'en ai deux. En vrai, j'en ai deux petites rapides. En fait, j'ai regardé le documentaire de Angèle sur Netflix et j'ai vraiment kiffé ma race parce qu'en fait, je connais pas assez. Le documentaire d'Angèle, la chanteuse. Oui. Et j'ai pas vu passer et ça. En fait, du coup, si je connais parce que j'ai déjà écouté ses chansons, moi, ça me va. Et du coup, en fait, je connaissais pas très bien sa vie et tout machin. Ah, par contre, j'appelle pas ça un documentaire, j'appelle ça un vlogumentaire, je pense. C'est vraiment la meuf qui explique toute sa vie depuis 2 ans. Et en plus, c'est tourné via des trucs, genre on tourne vers. Tu renvoies des trucs Insta, mais après, on voit des trucs à elle de concerts. Est-ce que c'est un peu dans le même genre que ce qui a été fait sur Orelsan ou Non, c'est pas pareil. Du coup, je pense que c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire que on l'a suivi plus ou moins pendant 1 an ou 2, ou en tout cas, c'était prévu. Et en plus, on rajoute tout ce qu'elle a mis entre réseaux sociaux et tout. Enfin, voilà. Du coup, c'est pour ça que je mets un peu vlogumentaire. C'est pour ça que je dis ça fait plus vlog ou journal intime mentaire. Je sais pas comment dire quoi. Je sais pas. Non, mais en fait, ça fait pas documentaire. Bah, c'est Angèle qui parle d'elle, quoi. C'est ça. Ouais, mais c'est bien tourné pour que ça. Et en plus, tu vois, ces mauvais moments, ces bons moments. C'est un docu genre 1h30 ou oui, c'est une série c'est 1h30 comme ça. Oui, non, c'est pas un truc de, c'est pas comme Orelsan où c'est justement, je pense 8 fois 1 heure quoi. Enfin voilà. Il y a beaucoup de bandes pour Orelsan, beaucoup. Enfin, dire, c'est un truc. Oui, bah là c'est sur 20 ans les mecs ils ont. Et non, et après sinon le jeu Ori and the Wisp. Parce que je l'ai fini, mais alors c'est vieux, je sais pas de quelle année, 2015, 2016 je pense le jeu. Peut-être. Un truc comme ça. Enfin bref. C'est un petit jeu platformer qui est magnifique. Alors déjà qui est magnifique en termes de DA, de direction artistique. L'histoire, à chaque fois... Parce que là, c'est le 2e sur les 2 volets. À chaque fois, t'as envie de chialer. L'histoire, elle est magnifique. Et en plus, c'est super cool, puisque ça dure une 20aine d'heures, 30aine d'heures, en gros, à jouer si tu veux le faire à 100%. Et tu te fais plaisir, tu fais des allers-retours, mais t'as des beaux personnages, t'as une belle histoire, t'as tout qui est bien. Les forces et les pouvoirs que tu acquiers, t'apprends à les utiliser, mais en même temps, on t'oblige à essayer d'être un peu innovateur pour que ça soit un peu mystérieux. Des fois, t'as un peu des petits moments de puzzle game, quoi. Des petits moments de puzzle game vite fait. Ça dure pas longtemps, mais c'est plus de la plateforme et de la mini puzzle game, et c'est super comme jeu. Et si vous voulez, en gros, pour 30 balles, vous avez les deux, quoi, je crois maintenant. Enfin, je c'est à petit prix, ouais. C'est Microsoft, ça. Je crois que non, parce que je pense que c'est sur Nintendo et PlayStation aussi. C'est sur Steam. C'est sur Steam que j'ai acheté, pour le coup. C'est quoi, Ori and the Wisp. Ori and the Wisp et Ori and the Blind of the... je sais plus, Blind of the Forest, le premier. Et Ori and the Wisp, il manque quelque chose. Et malheureusement, c'est pas sur PlayStation. Non, c'est sur Steam. C'est sur Steam. Ouais, il semblait bien sur PlayStation l'avoir cherché un jour et. Ok, ce sera pour les détenteurs de super PC, jeux Switch, Xbox. Les deux sont super bien, mais quand même le deuxième éclate le premier. Mais par contre, en termes d'histoire et de gameplay, c'est vachement agréable en termes de gameplay. Ça se joue bien et il y a des petits moments où tu te galères, mais pas trop. Machin, et t'as des petits trucs de technique et pas trop. Enfin, c'est bien. Et l'histoire est vraiment, mais j'ai limite eu les oui, très bien fait. Ah ouais, okay. Oh putain, l'histoire, je l'avais pas vu venir. Ouais. Ah, mais j'ai fait, les enculés. Okay. Très beau. Et toi, Pépé? J'avais pas spécialement de recours, mais vu que tu parles de petits jeux de plateforme, j'ai pensé à un petit jeu que j'ai fait il y a pas très longtemps, mais qui date à peu près de la même époque, c'est Inside. Donc, magnifique. Les mêmes développeurs qui avaient fait Limbo, du coup, j'en profite pour recommander aussi Limbo qui est un peu plus vieux. Magnifique. Mais surtout Inside à faire, c'est très court. C'est 5 heures max. C'est des jeux qui sont un peu peut-être contemplatifs. 3 heures. Et voilà, ce jeu de plateforme, tu pars à gauche, tu vas à droite, et il va se passer plein de choses. Pour moi, c'est plus du jeu Le gameplay, en plus, il va être assez varié. Pour moi, c'est plus du puzzle plateforme que du plateforme puzzle. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est plus du puzzle, quoi. Très peu de puzzle, quand même. Très peu de puzzle. Ah non, c'était Limbo qui était plus puzzle. Ouais, Limbo était plus puzzle. Là, après, c'est un peu un die and retry, mais pas de ouf. En général, tu vas mourir parce que t'as pas vu le piège. Tu vas le passer juste après. Et après, voilà, c'est assez évolutif dans le gameplay jusqu'à la phase finale où là, le gameplay, il est
incroyable sur la dernière partie. Enfin voilà, c'est un truc qu'on peut pas dévoiler, mais c'est à essayer. C'est très court, ça doit plus coûter grand chose. Donc déjà, à l'époque c'était moins de 10 balles, et donc maintenant je pense que c'est 5 balles, 3 balles. À essayer. En plus, t'as des bundles Limbo plus Inside. Juste deux trucs que j'ai oublié de dire. Le nom de la série que je recommande, ça s'appelle Swagger. Et l'autre série c'est plus du coup. Ouais. Et l'autre série, c'est The Shrink Next Door avec Will. En fait, le mec, il en profite pour faire 10. Non, parce que c'est ouf, c'est Will Ferrell et Paul Rudd qui font une série sur Apple TV+. Attendez, parce que moi j'ai envie de faire. Attendez, parce que Pedro, parce que moi, au final, il a toujours pas fait sa reco. Attendez, parce que moi justement, je veux pas que Pedro parle. Je sais pas encore ce que je vais dire, mais je vais le dire. Donc la roue du temps. La roue du temps, regardez sur Amazon. Allez, arrêtez les recos. Allez, Pedro. C'était juste pour faire chez Pedro. En plus, je voulais vous parler d'un truc vachement moderne, enfin un truc récent. Vous êtes sûrement passé à côté. Enfin, je vais vous parler de Twin Peaks qui est sorti il y a plus de 20 ans. Twin Peaks qui est sorti il y a plus de 20 ans maintenant. Ah putain, oui. Et c'est en vachement fait, j'étais passé à côté totalement. Et le mois dernier, je me suis fait un mois un peu fatas parce que j'ai récupéré 2 énormes morceaux. En plus de regarder ce clown, j'ai réussi à regarder l'intégrale de The Office US. Putain, mais oui, c'est vrai. Et dans le même temps de regarder Twin Peaks. Et Twin Peaks, c'est de David Lynch, première saison, 8 ou 10 épisodes, j'ai un trou de mémoire d'une heure environ. Après, enfin, un premier épisode qui servait de test qui dure 1h30. Et une seconde saison qui fait 22 ou 23 épisodes, là de 45 minutes, 1 heure. Ça a bien vieilli. Bah, c'est du David Lynch. Alors oui, ça a bien vieilli. Tu comprends ce qui se passe du coup. Tu comprends tout à fait ce qui se passe. Moi, on m'a toujours dit que c'est un peu intemporel, quoi. Oui, tu comprends tout à fait ce qui se passe. C'est intemporel, c'est forcément un petit peu daté au niveau de l'image, mais ça c'est obligatoire. L'acting est excellent, l'histoire est ultra prenante. Moi qui suis pas fan forcément de ce genre de délire, parce que bah il y a de l'ésotérique, il y a du surnaturel, il y a un petit peu de tout. C'est chelou. Ouais. C'est chelou, mais c'est bien fait. L'acteur principal, je l'adore. On le retrouve un peu plus tard dans Wisteria Lane. C'est le mari d'une des Desperate Housewives. C'est lui qui faisait Paul dans Dune à l'époque aussi. Oui. Qui joue le capitaine dans How I Met Your Mother. Et bref, en tout cas, exactement. Putain, mais oui. Et ben, il était jeune à l'époque, il était beau gosse. Il y a l'acteur aussi, il y a l'apparition pour 3-4 épisodes, mais ahurissante. J'ai un trou de mémoire, vous allez m'aider à retrouver son nom. L'acteur qui joue dans Californication et avant ça dans X-Files. Duchovny, David Duchovny. Incroyable son rôle. Il est dans Twin Peaks. Incroyable son rôle dans Twin Peaks. Donc voilà, c'est à voir. Je suis passé longtemps à côté parce que j'avais un peu peur que ce soit trop du David Lynch. Et c'est du David Lynch, mais là pour le coup, du David Lynch qui reste accessible sans avoir pris de LSD. De toute façon, Twin Peaks, c'est avant qu'il fasse Alien et tout machin. Enfin, c'est avant qu'il. Ah oui, c'est vieux, c'est fin 80, début 90. Non, Twin Peaks, c'est 90, 89, 90. Bah, c'est avant qu'il fasse de Alien, non, du coup. C'est bien possible. Oui. C'est Alien 3. Hein, ça, c'est ma vraie reco. Alors, bah, c'est pas très frais, c'est pas très récent parce que ça a 30 ans, mais allez-y, franchement, c'est une reco, ça peut être. C'est une reco. Un vieux machin. J'ai vu un dernier Clara Morgan, franchement, les gars. Ok. C'est une vieille reco, ça. Le rétro-porn. C'est une vieille reco. Bien, c'est là-dessus qu'on va se quitter. C'est vraiment là-dessus qu'on va se quitter. Ciao. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Alors, j'ai remarqué qu'on n'avait pas mis d'anti-pop. J'espère que ça va bien le faire au niveau du son. Je viens de le remarquer que maintenant. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous a pas plu le C'est sûr qu'il y a eu 2-3 fois. Moi, il y a pas longtemps, il y a 2 minutes, j'ai fait comme ça. Mais sinon, normalement, ça a été. Ouais, j'ai totalement oublié de mettre l'anti-pop. En tout cas, on vous fait des gros bisous. Ne faites pas de cauchemars avec des clowns. Les clowns sont gentils. Ou pas. Ou alors, méfiez-vous quand même. Allez, bisous tout le monde. Ciao. Salut. Travail terminé. Houston, on a un problème. J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Pour savoir s'il va y avoir du vent, il faut mettre son doigt dans le cul du coq. J'aime me battre. Je l'ai cru, mon cher Michel Bouchtan. J'ai vu un homme s'enfuir. Il était comment? Il était de dos. On fait une descente au village et on arrête tous les types qui étaient de dos hier.
Hasta la vista, baby.